à l'écoute de la Ligue des Cinévores, toujours en notre compagnie, moi et Max. Nous sommes toujours présents chaque semaine, presque chaque semaine, parce que là on a fait une exception, nos horaires ne concordaient pas, malheureusement ça arrive. Ça vient dur là, on fait notre possible pour sortir un épisode à chaque semaine, Ouais, là, mais ça vient dur. On fait notre possible, surtout parce qu'on aime beaucoup notre projet. Ça fait bientôt 3 ans, en août ça va faire 3 ans, donc... Ouais, déjà 3 ans même. Ouais, ça va vite, Ouais. hein? Puis on a même pas 300 épisodes, genre. Non, c'est ça, mais il y a Il y quelques a moments. 52 semaines dans une année aussi. là. Ça va vite quand même, bref. T'as combien? 122, 123? On est à 122 je crois, ouais. Quand même, vous avez du stock là. Hein? C'est des gros, il y en a que c'est des gros Je épisodes. me Là. suis occupé genre les 10 premiers, là, y a pas rien de vargeux là-dedans. Ouais, ouais. Quoique un de nos premiers c'est voyons, Party de saucisse qui est un des plus écoutés là. Ouais, puis il y a comme, genre comme 2000 vues sur YouTube, mais c'est probablement parce que le monde pensait que c'était le film. Ouais. Puis mais genre, il dure 55 minutes, on sait pas quoi dire du tout du film. Ouais, C'est qu'on cabotine mon homme, ça a pas de sens. c'est un exercice qu'on a fait qu'on n'a pas réussi. Non, ça a été vraiment médiocre. Bref, cette semaine on parle d'un film d'une franchise en ce moment qui est hallucinante, qui est la franchise John Wick, qu'on a le droit en 2014, le premier opus, qui était une découverte. Là, on va les avoir toutes faites là. On a fait le 1 puis le 2, je pense. Il me semble... le 1 on l'a fait le 1? Je sais qu'on a fait le 2, mais le 1 je sais plus. On va vérifier, mais c'est une franchise qu'on adore beaucoup. Et là, le troisième opus est sorti, John Wick chapitre 3, Parabellum, qui est évidemment le troisième chapitre de l'univers de John Wick. On reviendra un petit peu plus loin là-dessus. Mais d'abord, on va parler entre autres de Akira, de Star Wars, de Batman et aussi de Terminator. On a une grosse émission pour vous. Ah ouais, Alors, sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Les chroniques. On est du côté des chroniques qui est sans plus attendre vu qu'on a une grosse émission. Je te demande même pas comment ça va, Max. Je sais que t'es dépressif en ce moment. On commence par... oh, ça va? Oh! Je disais, mais tu sais, c'est pas... Ouais, non, ça va. On va commencer par ce qu'on a vu et écouté. Et t'as vu quand même pas mal de choses cette semaine. Ben, j'ai pas tout mis ce que j'ai vu, mais j'ai mis ce que je trouvais comme cool de parler. J'ai réécouté Avengers Infinity War. Oh. Puis pour vrai, j'étais comme juste parti sur Netflix parce que j'avais rien à faire cette journée-là. Fait que j'ai juste comme starté le film, puis finalement je l'ai écouté de bout en bout de 2h30 back à back. C'est fou à quel point Thanos est vraiment un personnage super intéressant, puis que dans Endgame il est clairement sous-développé là. Je trouve que c'est peut-être le seul point fait vraiment que je vois à Endgame, là, quand Thanos a été mis de côté. Mais pour vrai, Avengers Infinity War, là, c'est vraiment une méchante ride. Mais c'est à quel point que c'était un film d'Avengers sans les Avengers, parce qu'ils sont jamais réunis. Là, c'est juste Ouais, c'est des groupes d'Avengers, effectivement. Puis pour Thanos, il y a des rumeurs qui seraient dans le film The Eternal, qui va mettre entre autres en vedette Angelina Jolie. Ça serait un peu... quoi là? Une sorte de prequel, ouais, sur la race des Eternals, qui lui, il en est un. Donc, ce serait comme un peu sur l'origine de Thanos et de toute sa race. Donc, ça a l'air intéressant comme concept. Je connais pas tant que ça, donc je peux pas trop en parler. Ouais, mais ça va être une des nouveautés de preview pour la phase 4 de Avengers, de Marvel, excusez-moi. Donc, voilà. Mais Infinity War, moi, j'ai vu 3 fois, puis je m'attends jamais de le voir. Il est très bon. Oh, c'est un très bon film. Ça, moi aussi, je pense que c'est la troisième fois que je l'écoute. Parlant de films que j'ai écouté une troisième fois, j'ai écouté Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, je l'ai réécouté. En fait, je l'ai écouté hier parce que j'ai eu mon système de son qui fonctionne, qui pète des gueules. Fait que j'ai mis je voulais écouter un bon film là, avec une grosse musique, avec de la grosse action. Puis j'adore ce film-là. Ce film-là me fait rire à chaque fois. Là. C'est vraiment une bonne comédie. Ça serait peut-être ça son défaut, d'être une comédie. Non, Ben c'est le défaut principal qui a été très répandu, c'est le fait que c'était trop une comédie. Parce que oui, les films Marvel, on a l'habitude de voir de l'humour, mais là c'est comme 90% d'humour là. Ouais. Mais ça reste quand même dans mon top 5 de mes Marvel préférés sans hésiter. Là. J'ai vraiment du plaisir à l'écouter. Je trouve tellement que Thor a pris une belle tournure avec celle-là. Le fait qu'on démonte le personnage un peu, pour moi ça marche vraiment du tonnerre de Dieu. Oh. Hey, parlant de tonnerre de Dieu, je fais un petit aparté. L'acteur qui faisait la voix de Docteur dans Back to the Future en français, nom de Zeus, là, Doc, là, ouais. Il est décédé aujourd'hui. Il est Non. décédé ce matin, ouais, à 89 ans quand même. Non. C'est un âge en arabe, mais il est décédé, ouais. Tu sais que c'est lui qui fait la voix du Joker aussi en français? Ouais, je sais, il est mort aujourd'hui. Oh mon dieu. Tu le savais pas? Non, je savais pas, c'est... Toi, tu t'es levé puis tu t'es emmené ici. Hein. Ouais, c'est un des plus grands doubleurs français, puis je veux dire, sa voix est tellement marquante. Ceux qui l'ont déjà entendu soit en Joker ou en Doc de Back to the Future, il y a une voix, tellement de bonne voix, ce gars-là. Ah man, ça va être spécial. Je suis décidé de donner un choc de même. Non mais, dans tous les prochains jeux ou films ou whatever en animation qui va avoir le Joker, ce sera plus cette voix-là, tu sais vraiment. C'est comme Eddie Murphy, là, on entendra le gars qui fait la voix. Dans les nouveaux Shrek,
Shrek. Dans les nouveaux Shrek, l'âme va avoir une nouvelle voix. Ouais, ça fait quasiment peur. Puis je vais finir avec un documentaire. Oh! J'ai écouté un documentaire sur YouTube. En fait, c'est PlayStation qui l'a partagé. C'est un documentaire sur la création du dernier God of War. Ah oui, j'ai entendu parler de ce C'est vraiment excellent comme jeu, là, mais genre... ça vaut le masterpiece à chaque fois. Puis dans le fond, c'est le documentaire, ça compte comment que le jeu s'est construit en fait au fil des 4 ans et demi, ça a pris à faire le jeu. Puis à travers ça, on voit un jeu qui a été cancellé. Qui a nuit beaucoup de studios, dont des personnes qui ont perdu leur boulot. Puis on voit vraiment là, la progression du jeu, comment il a été monté, puis à quel point que ça a été un casse-tête monumental. Là. Ils sont fait chier. Là. À un moment donné, il y a une des... je pense à la productrice, elle s'est faite... Elle n'a pas voulu le dire en entrevue comment que sa vie familiale avait copié de ce développement de jeu-là à cause des croches. Puis ils ont vraiment... Mais c'est... Tu le vois monter, là, puis tu vois vraiment le début, puis tu vois comment que ça a été conçu du début à la fin, dans le sens que tu vois vraiment une vraie progression tout au long du documentaire. Puis tu vois vraiment comme... Il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de douleur, il y a eu beaucoup de peine, il y a eu beaucoup de joie, il y a eu beaucoup... C'est un jeu là qui est rempli d'amour à côté. Là. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'amour dans le jeu là. Puis pour elle, il y a même une shot, j'ai versé une larme à la fin. Là. C'est très bien réalisé comme documentaire. Si vous avez une chance, il est sur YouTube, là, c'est complètement gratuit. Tu as une connexion internet, tu l'as. Fait que sérieusement, je vous encourage fortement. Il est juste en anglais, mais il est sous-titré en français. Ah, ça au moins, moi, je l'ai écouté en sous-titré en français, honnêtement, parce qu'il y en a qui ont des accents. Ah. Bref, j'arrête. Je te laisse y aller, Matt. Oui, je vais aller d'abord avec les séries que j'ai vues. J'ai fait un fil comme toi, parce que effectivement j'écoute beaucoup de choses moi aussi. Il y a eu beaucoup de fins aussi de séries cette semaine. Toute la Arrowverse s'est terminée cette semaine. Ce qui était très émouvant d'ailleurs, si je fais une petite parenthèse là-dessus. Parce que c'est la fin d'une époque, dans le sens que Arrow se termine l'automne prochain. Et donc c'est lui qui a comme relancé une vague de DC au petit écran. Et donc là, c'est une époque finie, mais une nouvelle qui commence avec Batwoman, qui va commencer l'année prochaine. Donc, il se fait ramasser, hein. J'ai pas tant suivi l'actualité sur ça. Elle se fait ramasser solide. Mais j'ai bien aimé la bande-annonce, honnêtement. Moi aussi, j'ai trouvé un peu cheap, là, mais je suis down pour elle. Mais bref, j'en referai peut-être un autre résumé plus tard, mais c'était une grande conclusion pour pas mal de choses dans l'univers d'Arrowverse. Bref, c'était aussi la conclusion de Game of Thrones. La saison 8 s'est terminée la semaine passée. Une fin qui a laissé les fans très divisés. Mais c'était pas évident pour une série aussi grandiose, aussi énorme, qui nous a suivis pendant 8 ans, qui était énorme et qui a fait vivre toutes sortes d'émotions à travers les années. C'était pas évident de faire une fin qui allait plaire à tout le monde, surtout que c'est une série qui est reconnue pour que ça aille de mal en pire. Donc moi j'ai apprécié, j'ai été satisfait par ce que j'ai vu. Ouais. C'est sûr, c'est pas il y a des défauts pour la fin, il y a des petites choses que j'aurais voulu voir différentes, mais en tant que tel, c'est une fin satisfaisante, c'est le mot que je retiens. Puis ça laisse la place aussi à plein d'ouvertures pour des spin-offs. Je pense que c'est voulu aussi parce qu'ils ont déjà plein d'idées de il y a des rumeurs sur le personnage d'Arya. Daria, ouais, qui aurait droit à un spin-off. Entre autres, il y aurait un spin-off de prévu en prequel aussi. Mais ouais, il y a encore beaucoup de stock à faire avec ça. Puis il y a une pétition qui est toujours en train de gonfler. Dépasser la dernière fois, j'ai checké 1,2 million. Ouais, c'est assez incroyable. Et même l'auteur de Game of Thrones avait dit que lui, que la fin de ses livres sera pas la même que la série. Donc il faut s'attendre à quelque chose de différent. J'avais déjà mentionné les différences entre les livres et la série, puis il y en a quand même pas mal. Surtout dans les saisons qui ont beaucoup dévié. Mais il reste que... Jason Momoa aussi, il a dit qu'il avait pas aimé la... Ouais, il me semble que j'avais vu brièvement ça aussi. Il a pas aimé ça, non. Ouais, qui était un acteur qui était dans les premières saisons. Bref, moi j'ai aimé ça, je suis content, c'est triste parce que c'est une grande série qui est finie. Mais ça vaut amplement le détour. Si vous n'avez jamais écouté, c'est le moment idéal pour faire un marathon au début de saison. 1,5 million de signatures. C'est ça bon, c'est si pire que ça. Ben c'est que c'est une succession de plusieurs événements à travers les derniers épisodes, les 3 derniers épisodes qui a fait énerver beaucoup de fans. Moi j'ai accepté beaucoup de choses. C'est sûr c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été en accéléré. La série était reconnue pour prendre son temps en termes de développement. Et là dans la dernière saison, ils ont beaucoup accéléré les choses. Les 2 dernières surtout, mais surtout la dernière. Et les fans n'étaient pas habitués généralement que ça aille aussi vite. Et ça dérangeait parce qu'ils se disaient, non, vous avez dû prendre plus de temps pour développer telle affaire. Mais en même temps, à un moment donné, il faut qu'il y ait une fin. Ouais, moi j'ai lu qu'une des raisons pourquoi que ça a été rushé de même, c'est parce que les scénaristes travaillent actuellement sur Star Wars. Ouais, ben c'est ça, ils ont été engagés pour faire une nouvelle trilogie de Star Wars. Puis beaucoup de gens ont reproché de cet élément-là que ça a perdu la qualité de Game of Thrones. Je pense pas tant, à un moment donné, il faut qu'il y ait une fin. Ils peuvent pas faire 40 saisons non plus de Game of Thrones au budget que ça coûte à un moment donné. Et en plus, c'est une série.
Ouais. techniquement, elle aurait pas dû avoir 8 saisons. Ben, surtout que les livres sont pas sortis de la fin. Ah non, c'est ça. Techniquement, là, il aurait fallu attendre. Là. Ouais, et puis c'est aussi éviter l'erreur de faire la saison de trop. Il y a beaucoup de séries. J'imagine que George Martin, il avait les mains dans le scénario. Là. Ouais, ben il est conseiller de ça, puis il a même réalisé, je pense, 2-3 épisodes dans la série. Il est présent, il est conseiller, c'est créatif, comme George Lucas pour Star Wars. Okay. Tous les Star Wars, il est là comme conseiller. Même si il prend plus autant il a pas autant d'impact qu'avant, mais il est là pour donner ses idées puis tout. Okay. Mais bref, je t'invite à découvrir si tu n'as jamais écouté. Max, je t'encourage à continuer avec Game of Thrones, je sais que tu avais commencé. C'est un gros morceau, mais... Je sais tous les spoilers, c'est ça qui arrive. C'est impossible de l'éviter. Écoute... Mais tu sais, ça enlève pas la qualité de la série, là. T'écoutes pas de série pour les spoilers, tu dis, mais tu sais, c'est le fun, tu sais, comme découvrir. Puis je pense pas que t'aies tout entendu en termes de spoilers. Non, sûrement pas, parce que c'est une série, là, forcément. Mais bref, voilà. J'ai oublié de mentionner un truc dans ma liste qui est quand même important. C'est une autre série. D'abord, j'ai commencé un marathon de la série Lost avec mon coloc, Hugo, qui est pas présent. On a parti ça, on est rendu à la mi-saison 1. J'ai déjà écouté la série Lost il y a bien des années quand ça jouait à la TV, je pense à TVA de mémoire. Radio-Canada, merci, je me suis trompé. Et j'écoutais ça quand ça jouait à la télévision. J'avais écouté toutes les saisons, sauf la dernière, j'avais moins écouté, mais j'avais écouté la finale. C'est une série qui à l'époque était culte, c'est considéré comme une des séries les plus grosses. Ouais, c'est une de mes préférées à vie. C'est vraiment très bon, je suis content de l'écouter, j'avais quasiment oublié pas mal tout le stock de la série, sauf la fin, je me rappelle encore. Donc j'ai commencé à écouter ça, c'est vraiment bon, très intriguant, chaque épisode ça nous saisit, ça vient nous chercher. Ouais, saison 3 est pénible un peu, la saison 4 est trop short, la saison 5 elle est... puis la saison 6... Je sais qu'il y a une couple de... Je sais que les saisons du milieu s'étirent un peu par moment, mais je sais que les deux premières sont assez intenses en termes de contenu. Ouais, c'est parce qu'ils te mettent comme plein d'affaires sur la table qui reviendront jamais, c'est ça le problème de la série. Ouais, il y avait comme plein d'idées, il avait dit à un moment donné en entrevue qu'il y avait comme plein d'idées mais il savait pas où aller, fait que là genre... Ouais, c'est ça, c'est ça qui arrive, tout le monde avait hâte de voir la fin, puis... Ouais, c'est ça, mais ça reste une excellente série à écouter. Puis, je voulais une petite synthèse là-dessus. L'acteur principal, c'est un des rares du casting que j'ai pas revu. Je me demandais pourquoi je suis allé voir. Puis, il a pas fait tant de choses par la suite. Jack Jack Shepard, le médecin. Là. Ben, il a fait quelques films. Il a fait quelques petits films, quelques séries, mais la plupart de ça, c'est des projets qui ont pas marché ou qui ont tombé à l'eau. Il a pas joué dans Speed Racer aussi? Je pense que oui. Il a joué dans un gros film, il faisait un petit rôle secondaire, je sais plus dans quel film, mais c'est World War Z, il a joué dans World War Z, il faisait un petit rôle qui était charcuté parce qu'à la base c'était plus important, mais il a pas fait grand chose depuis Lost malheureusement, mais je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est un bon acteur, j'aimerais ça le revoir, il a comme une bonne présence tout ça, sinon le reste du casting il est très bon, Evangeline Lilly qui est rendu qui fait la guêpe dans Marvel. Ouais, c'est là que ça va te connaître. Canadienne, hein, je pense. Ouais, elle joue une Canadienne là-dedans aussi, Canadienne d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Puis elle est très bonne là-dedans. Puis il y a d'autres acteurs autour. Il y a un acteur de Game of Thrones, pas Game of Thrones, de Seigneur des Anneaux qui joue là-dedans aussi, qui est très bon. Bref, si vous avez jamais écouté là, je vous invite fortement à l'écouter. J'ai commencé une nouvelle série pour passer le temps à la job, qui est iZombie. J'en avais entendu des bons commentaires ça fait un certain temps, elle est rendue à 5 saisons, qui va être la dernière d'ailleurs, qui est une série sur la chaîne CW. C'est basé sur des comics, je l'ignorais, qui porte le même nom, qui est iZombie. Et dans le fond, la série, c'est très simple. Dans le fond, c'est un univers comme le nôtre. On suit une femme médecin qui, une journée, un jour comme les autres, elle va à un party. Et le party vire mal, et il y a comme des zombies qui se retrouvent à ce party-là, et tout le monde se fait tuer, et elle est une des rares survivantes de ce massacre-là, et elle réalise qu'elle est devenue un zombie. Et elle va réaliser aussi rapidement que tant qu'elle mange des cerveaux, elle reste normale. Elle ne deviendra pas comme... Ouais. Elle sera pas un typique zombie qui font peur, elle va être une personne normale, sauf qu'elle a le teint pâle, ses cheveux sont blancs, elle perd toute coloration, mais elle est quand même restée normale, fait qu'elle décide de complètement changer sa vie, et de travailler dans une morgue ou d'être médecin, et elle va comme repousser toute sa famille, tout le monde, et parce qu'elle a peur vu qu'elle est zombie, et dans le fond, au début elle va s'isoler, puis par un hasard, tu trouves ça drôle, elle va devoir travailler avec la police, parce qu'en mangeant les cerveaux, elle va avoir les souvenirs de la personne qui va manger les cerveaux, donc elle va se faire passer pour une médium, donc elle va devenir consultante pour la police. Donc elle va aider un détective à résoudre des enquêtes. Les Américains puis leur mot, c'est... Mais je trouve qu'elle est très originale par concept parce que ça va pas juste dans les enquêtes, c'est aussi tous les aspects autour des zombies, sur l'acceptation de ça. Il y a beaucoup de critiques sur les différences des autres. Fait que là on a le comédien, magicien, diable, zombie... Il en parle, j'en oublie, c'est sûr. Étant donné les principaux, mais oui. Écrivain aussi avec Castle. Oui, écrivain, je l'avais en tête. Une des plus longues, il y avait genre 9 saisons. Là. Ouais. Mais ouais,
Que je vais dire déjà. Ouais, c'est ça. Puis, mais la série est très bien cotée, elle est très appréciée. Puis ils tirent pas la sauce. Ils finissent la 5e saison qui est en train de finir en ce moment. Et je suis rendu à la 3e. Et ça se coûte super bien. C'est des saisons de 12-13 épisodes. Qui est disponible en français. Et c'est vraiment bon. Sur quoi? Sur Netflix. T'es en français sur Netflix? En fait, ce qui arrive, c'est que quand je suis chez moi, je l'écoute en français parce que j'ai accès. Mais sur Netflix, c'est juste en anglais. Donc quand je suis au travail, je l'écoute en anglais. Ah, ok. Ouais. Malheureusement, je trouve ça dommage parce que toutes les saisons sont disponibles, mais juste en anglais. C'est un petit défaut de Netflix. Tu utilises ça encore, Amazon Vidéo? Oui, de temps en temps, j'écoute des films dessus. Le Touriste, il me semble, c'est ça que je vais parler après. C'est là que je l'ai écouté, il me semble. Bref, j'invite à découvrir. C'est vraiment très bon. L'actrice principale, je la connaissais pas. Et elle m'a beaucoup marqué. Puis on la reconnaît pas. Si vous l'avez vu dans d'autres projets, là-dedans, elle est super maquillée, tout, on la reconnaît pas. Même au début de la série, elle a comme les cheveux satins, elle est maquillée, une belle robe, tout. Puis quand elle devient un zombie, là, elle est méconnaissable. Mais elle est vraiment très bonne. Puis le reste du casting est très marquant aussi. Il y a beaucoup de personnages qui gravitent autour d'elle. Moi j'ai bien aimé l'actrice principale. Puis quelques petits acteurs secondaires qui m'ont marqué. Entre autres sa meilleure amie qui fait une avocate. Que c'est genre, elle me dit de quoi, je sais pas où je l'ai vu, mais elle aussi est très bonne dans la série. Puis c'est ça, pour la série, elle est vraiment transformée. Là. L'autre fois, j'ai cherché des photos d'elle sur Google pour voir elle ressemblait à quoi, puis elle ressemble vraiment pas à la série, c'est fascinant. Mais bref, j'avais à découvrir iZombie. C'est vraiment très bon. J'ai écouté 2 films, un que j'avais déjà vu qui était Red, qui était un film aussi qui est basé sur des comics, que j'avais vu il y a bien longtemps, mais j'ai voulu l'écouter parce qu'il y a pas longtemps j'avais écouté le 2, et je me suis dit que j'allais écouter le 1 aussi tant qu'à être là. C'est très bon, c'est avec Bruce Willis, entre autres Morgan Freeman, puis il y a une actrice britannique qui est super bonne, c'est Hélène Mirren, je pense qu'elle s'appelle, qui est excellente elle aussi. Et c'est vraiment très bon, on suit Bruce Willis qui est un agent à la retraite, qui est forcé de sortir de sa retraite parce que dans le fond, il est sur une liste de personnes à éliminer. Donc il va chercher à savoir qui essaie de l'éliminer. Et en parallèle aussi, il est en train de commencer à fréquenter une femme qui est jouée par Molly Parker, qui écoute, je sais voir son âge, puis j'ai été vraiment surpris. À 60 ans, 60 ans? Elle est proche de 60, mais genre elle a l'air de comme 40 là. Elle paraît pas son âge là, c'est... C'est elle qui joue la mère de Jason Statham dans Fast and Furious? Non, ça c'est l'autre actrice. C'est elle, c'est Hélène Mirren. Moi je te parle de la copine de Bruce Willis dans Red. Elle a les cheveux noirs. Ah oui. Molly Parker qu'elle s'appelle. J'étais allé voir puis j'étais curieux parce que tu sais elle fréquente Bruce Willis, mais elle a l'air vraiment plus jeune. Puis elle a comme 50 ans de cul, mais genre elle paraît comme même pas 40 ans. Là. Moi je suis fasciné. Non c'est pas ça. Non c'est pas Molly Parker, excuse-moi. Écris Red, tu vas l'avoir. Molly Parker c'est une autre actrice, excusez-moi. Je mêle les noms. Mais bref, si vous l'avez jamais vu, j'invite à découvrir. Les scènes d'action sont vraiment bonnes. Mary-Louise Parker. Ouais, Marie-Louise, voilà, Parker, j'étais pas très loin. Elle est vraiment très jolie comme actrice. Puis comme ça, je disais, elle est comme en haut de 50 ans, il me semble. Là, puis, ouais, elle est en haut de 50 ans, cette dame-là. ouais, t'es surpris, hein? J'aurais donné début quarantaine, là. Il y a des actrices de même, ça me fait penser un peu à Demi Moore qui a fait pas son âge non plus. Là, ça commence à rattraper, mais c'est le genre d'actrices qui sont très bien... 54 ans, ben ouais. Je te dis. Parce que tu mettras une photo là pour qu'on voit c'est qui, là, Ouais, tout le monde comprend. ouais, voilà. Mais bref, Red, à découvrir, il y a eu 2 films à l'heure actuelle. Je sais pas si on va en faire d'autres. Mais c'est deux bons films d'action. Puis on voit un Bruce Willis qui, même s'il est rendu vieux, il est capable de faire des bonnes scènes d'action. Parce que lui aussi, Bruce Willis est rendu très vieux. Là. Ouais. Il fait encore quelques films, il fait plus des aussi gros films qu'avant. Mais là-dedans, j'étais surpris de le voir. J'avais bien aimé le revoir dans ce film-là. Il est vraiment bon. Et bref, à voir, j'ai vu Le Touriste, qui est un film que j'avais jamais vu. Avec Johnny Depp et Angela Jolie comme acteurs principaux du film. Et l'histoire d'un fond suit Angela Jolie qui est une agente, une personne qui est recherchée par Interpol. Et c'est une agente britannique. Et dans le fond, au début du film, elle va devoir s'enfuir et elle va devoir se cacher dans un train en direction d'Italie. Et elle va croiser le chemin d'un professeur de mathématiques qui est joué par Johnny Depp. Et il va être pris dans son aventure avec elle et contre son gré. Et elle va devoir fuir genre l'Interpol et des agences internationales qui tentent de la retrouver parce que elle, son amant à elle, c'est un des hommes les plus recherchés au monde parce qu'il va y avoir des centaines de milliards au gouvernement britannique. Et donc elle se poursuit par eux. Et les Britanniques sont représentés par l'acteur qui fait Vision dans Game of Thrones. Paul Bettany. Merci Paul Bettany. Qui fait un agent, je pense que c'est du MI6 qui pourchasse Angela Jolie. Et que je vais dire ça. Et donc c'est un bon petit film, il y a un peu d'action,
je dirais comme une comédie d'action. Il y a un peu d'action, mais c'est vraiment plus sur le développement des personnages. C'est quelque chose qui me surprend, c'est de voir un Johnny Depp normal, parce qu'il est pas maquillé, il fait pas un personnage extraverti, c'est un simple homme. Quand on le voit, il est comme bien en veston cravate, il lit un livre, il a une petite barbe, des cheveux longs. Il y a eu un buzz autour de ce film-là, parce qu'il y en a qui croyaient qu'il y avait une liaison entre Angelina Jolie et Johnny Depp. Puis c'était le fait que ces deux acteurs-là sont ensemble dans un film, c'était comme déjà quelque chose de gros. Puis mon dieu que le film s'est fait ramasser. Moi j'ai passé quand même un bon moment, c'est pas le gros film. C'est pas, pas le gros film, mais c'est bien. La fin est très surprenante, c'est une touche que je m'attendais pas. J'ai quand même bien aimé ça, mais c'est pas le film le plus marquant, mais c'est surprenant de voir ces deux acteurs-là dans le même film. Mais Angelina Jolie, c'est pas une actrice que je tripe beaucoup, mais là-dedans, je l'ai bien apprécié. 20% de... Ouais. Mais c'est surtout Johnny Depp qui m'a marqué dans ce film-là. Il fait vraiment un gars normal, banal, sans vraiment grosse personnalité. Il joue Johnny Depp. Là. Ouais, il joue un Johnny Depp standard, c'est rare qu'on le voit de même, puis ça m'a surpris. C'est vrai, il y a aussi Timothy Dalton dans le film, qui est un ancien James Bond. Qui... Mais c'est pas un film d'action, c'est un suspense. Ouais, il y a 2-3 petites scènes d'action, on est une poursuite à travers Venise. Là. Mais en tant que tel, il n'y a pas de grosse gunfight ou de combat d'arts martiaux, tu sais, c'est vraiment simple. Mais non, c'est un bon petit film, j'ai écouté de même relax pour me changer les idées. Puis, en tout cas, moi je suis satisfait. Bref, on va aller dans les nouvelles. Alors on est dans les nouvelles. Ouais. Et donc, on en a quand même pas mal cette semaine, il y a quand même pas mal de stock. J'ai du stock, ouais. Fait que je vais te laisser y aller avec ta première nouvelle qui est très excitante. Je vais attendre, je vais regarder vers la fin, vu que c'est comme la grosse nouvelle, puis je sais que ceux qui nous aiment nous écouter ont hâte qu'on en parle. Je vais y aller avec la première annonce de Terminator, du nouveau Terminator produit par James Cameron et réalisé par le gars de Deadpool 1, que son nom m'échappe malheureusement. Ouais. Terminator de Dark Fate, qui est officiellement le nouveau troisième de la franchise Terminator. Parce que le vrai 3, c'est considéré encore aujourd'hui comme un des pires films de la franchise. Ouais. Oh, je suis désolé. Il y avait une vague très négative envers ce film-là. Ouais, puis solide, là. Je m'en rappelle, là. Ouais. Puis, en fait, je m'en rappelle aussi de la femme qui joue comme un robot sexualisé. C'est ça, maintenant, elle a une affiche avec une fille avec des gros totons, fait qu'elle regarde ses seins, puis elle les gonfle. Ouais. Ça avait été vivement critiqué comme scène. Ouais, bref, en tout cas, on a eu le droit de nouvelle bande-annonce. On sent vraiment que c'est un film qui va être très girl power. Sarah Connor est de retour. John Connor, aucune idée il est où. Honnêtement, visuellement, c'est correct, là. C'est du Terminator, ça, c'est quand même impressionnant. Ils mettent de l'avant deux passages féminins, on a le retour de Sarah Connor. Ouais. Et on a aussi une femme qui est comme le nouveau personnage central de l'histoire. On n'en sait pas grand-chose. En fait, la bande-annonce ne montre pas grand-chose. T'apprends rien sur le scénario, genre vraiment rien, parce que c'est très... C'est très des scènes d'action, juste pour montrer à quel point que le film va être grandiose. Puis Arnold est mis en retrait à date, là. Ouais, bon, c'est son voir. Ben, je savais qu'il y avait un plus petit rôle dedans. On le voit brièvement, plus vieux. Je pense que dans le fond, là, techniquement, Terminator, parce que lui, il peut pas vieillir techniquement. Fait que d'après moi, ça va être des origines de... Ben, dans le dernier Terminator, qui était un reboot, il avait expliqué pourquoi il était rendu vieux. Il y avait une logique, même si c'était pas... Vraiment excellent, là, ouais, mais correct. Là, et puis pris en compte, vu que le film se passe après le 2. Ouais. Le Terminator 3 n'existe pas, Terminator Salvation n'existe pas, Terminator Genesis n'existe pas. Mais rien n'empêche qu'ils peuvent le rajeunir, ils l'ont fait pour le reboot, ils l'ont rajeuni pour faire une scène de combat. Fait que... Ah ouais, j'ai jamais vu Terminator Genesis. Ben il y a des bonnes scènes d'action, il y a des belles références au premier Terminator, mais en tant que tel l'histoire est correcte, mais il y a des tournures dans le scénario qui n'ont pas d'allure. Là. Je sais pas si on va aller le voir pour le show, mais en tout cas... Ça va être un événement parce qu'il est très attendu ce film-là. Tout le monde a eu une douche froide là, avec la bande-annonce là. Ben, c'est tout le même avec les premières bandes-annonces, on n'a pas beaucoup de contenu puis on juge avec le peu qu'on voit. Moi j'attends d'en voir plus en juger, surtout par Arnold, on le voit à peine dans la bande-annonce, puis c'est comme l'élément central de la franchise. Ouais, c'est ça, mais lui, il a un rôle mineur là-dedans. Ouais, mais c'est lui qui vend quand même la franchise, c'est lui qui l'a parti, là, je veux dire. Je sais bien, mais... Bref, je te laisse aller avec ta nouvelle. Oui, il y a un nouveau animé qui va être adapté en live action. Ça faisait grand, là. Un très gros, c'est un des plus gros animés japonais. Et ça fait des années qu'ils veulent le faire. Et le projet avait été mis sur la glace à plusieurs reprises. Il y a eu à peu près 8 réalisateurs qui ont été
mis sur le projet. Ouais, puis je me semble que Leonardo DiCaprio avait déjà été attaché à ce projet-là. Effectivement, il en avait parlé qu'il voulait réaliser puis il voulait jouer dedans. Ouais. Le projet est tombé sur la glace, c'est revenu. Ça fait quelques temps qu'il en parle de plus en plus. Puis là, c'est officiel. On va voir un film en live action de Akira, qui est un grand anime japonais. Je le connais de référence, j'ai jamais vraiment écouté, mais je connais la référence avec la moto puis tout. Je l'ai écouté jeune, là, ça fait vraiment longtemps, ça doit faire comme 15 ans. Mais c'était excellent, là. Ouais, je sais que c'est un des plus cotés, là. Ça, je sais, là, c'est un des plus cotés en termes d'anime, là. Faudrait vraiment que je leur donne un coup, là, parce que ça fait un longtemps, mais c'était vraiment bon. Pour vrai, là... Je vais sûrement la regarder quand le film va sortir pour me mettre dans le bain. Là. Ce film-là a inspiré beaucoup la culture, autant américaine que japonaise. Ça a été... Dans l'animé, c'est un des plus grandes œuvres, là, vraiment, là, qui existent. Puis, on a un réalisateur officiel annoncé. Ouais, je suis très surpris. Taika Waititi, qui est le réalisateur de Thor Ragnarok, entre autres, qui va s'occuper de la réalisation de ce film-là. Le film devrait sortir 2021-2022. Donc, on le verra pas prochainement. C'est quand même un gros projet. Mais là, ça veut dire que le projet est vraiment avancé. Là. Non, c'est ça. Là, on s'approche tranquillement de la pré-production. Là, parce que là, ils sont à l'étape de choisir le casting, les lieux de tournage, tout ça. D'après moi, cet été, on doit avoir des nouvelles de quand ils vont commencer à tourner. Ça va arriver vite. Là. Ce genre de production-là, c'est gros, c'est un gros développement. Ouais. Puis comme pour toutes ces productions-là, il va sûrement avoir des scandales. Le dernier Ghost in the Shell, ça a été le cas. Il y a eu les gens avaient chialé parce qu'il avait pris Scarlett Johansson faire le rôle. Puis là, à chaque fois qu'il y a un animé, il y a toujours des... C'est comme Death Note aussi qui avait été vivement critiqué à sa sortie. Qu'on a critiqué d'ailleurs au podcast il y a bien longtemps de ça. Mais espérons que celui-ci, il y a eu du potentiel intéressant à faire avec celui-là. Surtout qu'ils ont monté qu'ils sont capables de... Parce qu'on fait une référence à cette franchise-là dans Ready Player One. Qui est sorti l'été passé. On voit la moto entre autres d'Akira et elle était vraiment bien dessinée, donc c'est possible de faire quelque chose de très réaliste. Donc bref, je suis curieux d'en voir plus de ce projet-là. Je te laisse y aller. C'est la première bande-annonce qui va vraiment nous mettre. Ouais, voilà, oui. Star Wars, Disney enchaîne beaucoup ses nouvelles vu que là justement le calendrier est sorti puis on sait à peu près ce que ça s'en vient. Le 9 s'en vient d'ici quelques mois. On est excité, I guess. En fait, ma nouvelle se tient au fait que actuellement, il y a même du monde qui se bat pour gagner Han Solo 2. Je sais pas si t'as vu passer. Ouais. Il y a du monde. Puis moi, j'aime beaucoup ce film-là. Puis Ron Howard a apprécié le projet lui-même. Dit aimer ce film-là. Puis je trouve vraiment qu'il y a un beau travail qui a été fait en arrière. Mais ma nouvelle, c'est pas ça. Ma nouvelle, c'est que, en fait, actuellement, quand on a vu le calendrier de Star Wars, on a pu apercevoir que le premier film de la nouvelle trilogie des gars de Game of Thrones sortirait en 2022, après ça 2024, après ça 2026. Il y a 2 ans d'écart à chaque fois. On a 3 ans d'attente après le Star Wars 9. Et on sent que à travers tout ça, il va y avoir Avatar, là, fait que Disney a tout le temps son milliard. Il y a 5 avatars prévus aussi. Ouais, c'est ça, fait qu'ils vont tout le temps avoir... il en reste 4 dans le fond. Là. Ouais, excuse-moi. Puis fait qu'à chaque année, ils vont avoir leur milliard, I guess, là. Fait que... C'est ça. Ma nouvelle, c'est que en fait, à travers ça, quand on repense à la première trilogie 7, 8, 9, on a eu des spin-offs à travers tout ça. Puis à chaque année. Puis là, cette fois-ci, il n'y en aura pas. Et la raison est que Disney ne veut plus faire de spin-off. C'est officiellement fini. S'il y a des spin-offs à avoir, ça va être sur Disney+, puis en série ou en mini-film. Fait que tout spin-off, Yoda, Obi-Wan, Boba Fett, tout ça, oubliez ça, c'est fini, c'est mort, ça arrivera jamais. Je trouve ça dommage. Mais tu sais, c'est Disney, ils changent souvent leurs idées aussi, là, je veux dire... à la limite, il faut que la flamme revienne avec la nouvelle trilogie de Star Wars. Faut qu'il fasse de quoi, puis il faut pas qu'on ait un remarché de ce qu'on a déjà eu là. Effectivement. Pour lancer sur ta nouvelle de Star Wars, petite parenthèse, l'acteur qui faisait Han Solo avait dit en entrevue qu'il avait signé pour 3 films. On verra ça va servir à quoi. Signer veut pas dire revenir, hein. Ouais. Le gars qui faisait Quicksilver dans Avengers n'est jamais revenu là. Effectivement, mais c'est toujours un backup pour, tu sais... Ouais, c'est une obligation contractuelle, fait que s'il faut qu'on te ramène, on te ramène. Parce que moi je l'ai aimé, le Han Solo. Ben, moi aussi je l'ai adoré Han Solo. C'est un bon western spatial, je trouve. Ouais, exactement. Pour rester à niveau de Star Wars, en parlant de la nouvelle trilogie, d'ailleurs il devrait y avoir 2 trilogies de prévues. Parce qu'on dit qu'il il y a de Ryan Johnson qu'on sait pas grand chose dessus. Ouais, puis il y a la trilogie principale que dans le fond c'est la nouvelle, c'est que dans le fond la trilogie qu'ils veulent travailler dessus
Ben en fait, une des trilogies qui veulent travailler dessus, on sait pas si c'est la principale ou la secondaire pour l'instant, mais ils veulent aller dans le pré-univers de Star Wars, dans l'univers des Knights of the Old Republic. Pour ceux qui sont pas familiers, c'est une série de jeux, il y a eu 2 jeux, puis un MMO basé sur cet univers-là, principalement. Il y a d'autres petits jeux aussi autour de ça, mais vraiment 3 jeux principaux sur cet univers-là. J'ai pas joué au MMO, mais les 2 jeux étaient vraiment bons. Surtout le premier, c'est dans les jeux Star Wars, je pense que c'est un des mieux cotés. Je pense que c'est le plus coté, je pense. Je comprends pas qu'il fasse rien avec ça. À un moment donné, il avait parlé qu'il allait faire un remake de ces jeux-là, puis c'est jamais arrivé. Ça aurait été nice de refaire en HD puis tout, ça aurait été... Ouais, juste un remake, tu changes quelques petites affaires, tu tweaks, puis tu le mets un peu au bout du jour. Écoute, ça aurait été hallucinant. Je les ai sur Steam, là, je les adore. Bref, l'histoire c'est très simple, on suit dans le fond, on suit un Jedi qui est en formation à l'Académie de Jedi dans l'univers de la République, qui est la vieille République qui a plus de 1000 ans de ça. Et dans le fond, il va être torturant entre le côté bien et le côté mal de la force. Et il va devoir, dans le jeu, on doit jauger nos actions par rapport à ça. Et il y a des répercussions dans tout l'univers de Star Wars, autant les Jedi que les Sith. Et il y a vraiment une twist et une histoire très profonde, très complexe en arrière de ça. Et ça montre aussi un autre point de vue que les autres jeux, les autres films, les autres univers n'avaient pas montré. C'est vraiment les débuts de la République, de l'époque, quand c'est un univers moins structuré, avec des technologies différentes. Puis le personnage principal est très marquant, il est très bon. Puis il y a beaucoup de personnages secondaires autour qui sont hallucinants, je serais curieux de les voir en vrai. De ces personnages-là. Et ils ont fait 2 jeux principaux et un MMO qui est comme la continuité de cet univers-là. Et donc ils veulent travailler là-dessus, faire des films. Ils vont faire une trilogie autour de ça. Donc ce serait autour de ces personnages-là, de cet univers-là. Est-ce que ça veut dire on va voir Revan, qui est un des personnages principaux. C'est comme l'antagoniste de l'univers de ces jeux-là. Je serais curieux parce que c'est une des figures les plus connus de l'univers de Star Wars en tant de personnages. Tout le monde connaît Dark Vader, mais quand tu descends en bas de la liste, tranquillement, Revan est dans les rares de ceux qu'on retient qui sont pas dans des films, parce qu'il était tellement marquant comme antagoniste, que je serais curieux de le voir. Surtout, je me demande quel acteur aurait la prestance pour faire un tel personnage, parce qu'il faut un acteur qui a les épaules, je serais curieux de voir qui pourrait choisir pour ça, mais c'est la nouvelle, c'est qu'ils veulent travailler sur la Old Republic. Donc moi je trouve que c'est une bonne nouvelle en soi, autant pour l'univers que le fait qu'ils s'éloignent enfin de la période qui sont stagnés depuis un bout. Ouais, c'est ça, là, on peut aller fouiller, là. Il y a du stock, tu peux être avant puis après, puis tu peux être loin avant puis après, là. Tu peux être 1000 ans, 10 000 ans, là. Puis l'univers étendu de Star Wars, il est riche, là, j'en ai lu des livres, j'en ai lu des BD, là, il y a du stock. Moi je rêve de voir un film ou une trilogie sur Dark Bane, qui est un personnage très emblématique de l'univers étendu. C'est lui qui a créé l'idée de base qui a mené à l'empereur dans l'épisode 1. L'affaire qu'il y a, c'est quoi la limite tu peux utiliser de cette franchise-là. Ils l'ont testé en essayant d'en sortir au moins un par année. Puis t'as vu que ça a fait, là, ça a chié dans le... C'est une façon, c'est aussi d'emmener le produit, là, je veux dire, c'est... Il faut qu'ils prennent leur temps comme Marvel a pu faire, genre. Mais plus lentement encore, parce que Marvel est arrivé quand même avec 2 films par année au début, puis après ça 3. Là, il faudrait qu'il y aille un peu plus... Écoute, je suis pas actionnaire chez Disney, mais il me semble qu'il faut qu'il y aille un peu plus doucement, là. En tout cas, bref... On verra, mais je suis très excité par ce qui arrive pour l'univers de Star Wars. Je suis très excité. On va savoir des nouvelles bientôt, parce qu'ils sont Disney est tout en train de restructurer ses plans pour les prochaines années. Donc cet été, ils vont sortir le plan officiel et tout ça. Donc bien hâte de voir ça. Je sais ce qu'on sait avec ta prochaine nouvelle. Ouais, en fait, le film qu'on critique aujourd'hui, John Wick 3, a officiellement une suite qui était annoncée. Puis je m'attendais pas à ce qu'il y ait une suite. J'avais compris que c'était vraiment une trilogie à la base. Ouais. J'ai eu une surprise. En fait, il va y avoir un John Wick 4. On a officiellement même la date. On parle du 21 mai 2021, ce qui est dans 2 ans. C'est l'écart à peu près qu'il y a eu entre chaque film. Keanu Reeves revient. Lawrence Fishburne aussi revient. Il n'y a pas grand chose à dire, autre que... Non, pas grand chose à dire. Ça s'en vient. Je viens d'avoir une petite parenthèse sur la nouvelle d'Akira, je m'en sais tantôt, il parlait en ce moment de mai 2021, donc il sera en compétition avec John Wick 4 dans ce mois-là. Mais ça peut changer encore, c'est encore loin, fait que ça peut changer, mais il visait cette date-là. Mais effectivement, moi je suis très emballé pour John Wick, c'est une franchise que j'adore, ils ont déjà annoncé une série TV aussi. De Continental. De Continental. Puis Keanu Reeves avait dit qu'il allait faire des apparitions dans la série. Ouais, pour permettre à la série de se tenir. Là. Ouais, de se tenir, un peu comme Bradley Cooper avait fait pour la série Sans Limite, qui se passait après son
son film. Donc j'ai hâte de voir ça. Et surtout pour John Wick aussi, on en reparlera quand on parlera de qu'est-ce qui est du film. Je vais avec ma prochaine nouvelle, c'est sur la première série vraiment qui a des détails de Marvel pour Disney+, qui est la série qui est dans le fond Le Faucon et le Soldat d'hiver, qui va être une série en 6 ou 8 épisodes d'une seule saison exclusive à Disney+, qui va se dérouler évidemment dans l'univers des films, parce que c'est avec les personnages qu'on a vus dans les films Marvel, qui étaient Le Faucon et le Soldat d'hiver, 2 personnages de l'univers de Captain America. Et ils ont déjà annoncé des personnages secondaires qui vont être dans la série, 2 personnages qu'on connaît, qu'on a déjà vus dans l'univers de Captain America. On a une qui a été mise de côté, là. Qui a été peu exploitée aussi d'ailleurs, qui est Sharon Carter, qui est la nièce, je précise, non la fille, mais bien la nièce de Peggy Carter, qui est la grande amour de Captain America. Et d'ailleurs dans le deuxième Captain America, ou non c'est le troisième je pense, qui embrasse Sharon Carter. Ouais, c'est que ça apporte à rien. Ça mène juste un bon gag là. Ouais ben... Ça aurait rien changé qu'il l'embrasse ou pas. Là. Parce que dans les comics, c'est pour faire accurate avec les comics, mais... Il y a quelque chose de creep un peu là-dedans aussi là. Ouais. C'est sûr que c'est moins pire que Luke qui ferait une chasseur là. Mais ouais, c'est sûr que là, ça c'est pire. Mais bref... il savait pas là. L'actrice qui est d'ailleurs canadienne va rejoindre la série pour les quelques épisodes dans son rôle de Sharon Carter. Est-ce que ça va donner le love interest du Faucon du Soldat d'hiver? Peut-être. Mais peut-être qu'elle va aussi faire la liaison avec le Shield, parce qu'elle est une agente du Shield. Donc elle pourrait faire la liaison aussi avec ça. On a aussi un méchant qui revient. Que je trouve intéressant parce qu'il a été peu exploité en tant que tel. Puis c'est un bon méchant. C'est un bon méchant, puis dans les comics, il y a une histoire encore plus complexe, encore plus intéressante, qui est un méchant récurrent depuis le début de Captain America. Il a une cagoule absolument. Hein? Il est bien en mauve avec une cagoule, puis c'est un excellent escrimeur, il se bat super bien à l'épée. Puis il y a une haine profonde à Captain America parce qu'à la base lui c'est un nazi, noble, puis genre il était riche tout ça, puis il a tout perdu à cause de Captain America, puis genre en crise après lui, puis c'est un grand scientifique aussi. Puis là finalement ça a changé que c'était les Avengers qui avaient démoli. Ouais, ils ont comme retravaillé son histoire pour l'occasion, puis l'ont mis dans le présent, à la place de ça genre immortel puis tout. Mais c'est le baron Zemo, qu'on avait le droit comme méchant de Civil War, celui qui crée la merde dans Civil War, qui était quand même intéressant comme méchant, mais qui était peu présent quand il y avait tellement de personnages dans le film qu'on pouvait pas laisser la place à autant un méchant. Ouais, je l'ai trouvé vraiment... j'ai trouvé l'acteur super bon. Ouais, l'acteur il est excellent. J'ai vraiment aimé le plan du méchant là. C'est le genre de méchant qui est marquant puis tu as le goût de revoir. Ben lui il a causé des effets jusqu'à Endgame là. Ouais c'est ça, puis c'est pas corrigé là, tu sais ça le sera jamais. Probablement pas, parce que c'est des genres d'éléments que tu peux pas corriger, puis ça fait partie de la structure même de... du personnage. Puis je suis curieux de revoir dans la série, je suis curieux de voir quel genre de méchant il va faire dans cet univers-là. Il va sûrement encore... peut-être il va encore s'attaquer au Soldat d'hiver, parce qu'il était obsédé par le Soldat d'hiver. J'ai vraiment hâte qu'on envoie cette série-là. Moi aussi, c'est 2 personnages que j'aime beaucoup, surtout le Soldat d'hiver, mais le Faucon a pris beaucoup de popularité depuis les 2 derniers Avengers. Ouais, puis il va être Captain America en plus là. Ouais, ben c'est ça, il est comme devenu... Là, on a spoilé un peu pour ceux qui ont pas vu Avengers. Écoutez là, Chris, 2,6 milliards resté au box-office, vous l'avez pas vu là. Ouais, je sais pas pourquoi vous écoutez ça. Il a battu Avatar d'ailleurs, c'est annoncé, je t'ai tagué dessus. C'est quoi ça? Avenger a battu Avatar. Aux États-Unis, pas mondialement. Pas encore mondialement? Pas encore mondialement. Ok. Ça... je peux aller voir en même temps, il est rendu. Ouais, bref, ça pour dire qu'on a un méchant déjà annoncé. Est-ce que c'est le méchant principal? C'est pas encore sûr. Mais il y a beaucoup de personnages qu'on peut se servir de l'univers Captain America pour cet univers-là. Il y a d'autres méchants qui peuvent être amenés ou qui peuvent être ajoutés. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment... C'est sûr que c'est une courte série, ça va me pousser un peu, mais en même temps... Il est à 133 millions de Batavatars mondialement. Là. Oh mon dieu. il est à ça, là. Oh mon dieu. Mais là, c'est parce qu'il drop, fait que je sais pas... Ça se peut qu'il finisse ex aequo, ça serait drôle. Ouais. Il a pas battu Star Wars, par exemple, aux États-Unis. Il a pas battu Star Wars aux États-Unis? Non, aux États-Unis, t'as comme 980 millions, lui, t'as 700 quelque chose. Ah, ok. Ouais. Mais en tout cas, il est en train de il a battu quasiment tous les records, donc... mais bref, c'est ça, donc j'ai hâte d'en voir plus de cette série-là. Je laisse Max continuer avec ses nouvelles. Ouais, ben en fait, je t'ai rendu où? Ok. Sony, le studio de Sony Cinema, a annoncé cette semaine qu'actuellement il travaillait sur l'expansion de son univers. Et je vous explique qu'est-ce que je veux dire par là. En fait, il va adapter ses franchises de jeux vidéo
de maison mère, on appelle le Worldwide Studio. Ouais. Parce que dans le fond, Sony a le département PlayStation que tout le monde Ouais. connaît. Là. Ben oui, oui. Puis ils ont un département cinéma. Et le département jeux vidéo, dans le fond, Sony a ses propres studios éparpillés un peu partout dans le monde. D'où la raison qui s'appelle le studio Worldwide. Ouais. Worldwide Studios, dans le fond. Puis, dans le fond, celui-là, ça comprend God of War, Twisted Metal, ça comprend Uncharted, ça comprend... Crash Bandicoot. Non, ça, c'est Activision. The Other... Ah, c'est vrai, ils l'ont vendu. 1860... En tout cas, bref, ils ont vraiment beaucoup de franchises. Puis là, dans le fond, là, Sony s'est dit, OK, là, qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche, puis qu'on utilise ces franchises-là à bon escient, puis qu'on les pousse. Parce que techniquement, comme Uncharted, techniquement, il ne devrait plus y avoir de jeu. Donc, techniquement, la franchise... en tout cas, elle finit pour un moment. Le but, c'est... Ben là, il travaille sur un film là, qui a de la misère en ce moment. c'est ça. Le film a été relancé grâce à ça parce que Sony, en fait, ce qu'il a annoncé, c'est que toutes ces séries, toutes ces franchises vont être exploitées au cinéma et en série. Il y a un département qui a été créé exprès pour ça. La première série qui à date, qui est pas officielle, mais qui est probablement en voie d'être la première à adapter, ça serait Twisted Metal. Twisted Metal étant du monde qui se bat dans des véhicules plus hauts que nature, puis qui se tire à travers dessus. C'est un peu comme un Battle Royale, mais avec des véhicules. C'est très sombre, gore, puis il n'y a pas d'happy ending dans ce genre de jeu-là. Puis Sweeney Toad, qui est le personnage principal, et le clown avec les cheveux, qui se promène en camion de crème glacée. Tu sais, je vous donne le genre, Ouais. ça met le temps. Puis ça devrait être le premier. Uncharted serait le premier film adapté. Parce que le but, vu que les franchises de jeux sont arrêtées, il y en a qui sont arrêtées puis qui ne reviendront pas, aussi bien les exploiter ailleurs, puis redonner un regain de... Mais encore une fois, pour Uncharted, ça fait je pense 3 ans qu'il essaie de faire le film. Il y a juste Tom Holland qui est confirmé à date au projet. Ouais, puis il va avoir vieilli, là, tu sais, il est censé faire le jeune, là, puis il est grandi, là, lui, là. Puis Mark Wahlberg était techniquement l'acteur choisi pour incarner, Ah oui, ok, ouais, je sais ce que tu parles. Nathan Drake. J'étais pas convaincu, moi j'aurais pris Nathan Fillion, mais là Nathan Fillion est rendu quasiment à 50 ans, Ouais. pas sûr, mais en tout cas, après, ça sent bien. Fait que je te laisse aller avec ta dernière nouvelle, non, il t'en reste deux, ok, je te laisse aller. Et il m'en reste 2. Ouais, Ah oui, c'est vrai. Effectivement, j'ai skippé une nouvelle, mais je voulais c'est pas la plus grosse nouvelle de toute façon. Mais je vais quand même la mentionner tout de suite. C'est un film qu'on a jasé il y a pas très longtemps. La semaine passée, on avait une nouvelle là-dessus. C'est le film sur Sonic, que t'es très chaque excité. semaine on en parle, hein, T'es très excité de ce projet-là. Je sais que tu m'en parles souvent. Matt, j'ai hâte de voir ce film-là. J'ai déjà mis billet de réserver d'e-box. Je vais voir du Jim Carrey, fait que ça me dérange pas, c'est ça. Ouais. Et on avait parlé qu'ils ont décidé de faire des reshoots suite à la demande des fans qui ont été très intenses là-dessus. Ils ont décidé de redessiner complètement Sonic pour le film. Le design était là. Il était pas super honnêtement. Ça me dérangeait pas, mais... Et tout le monde était content qu'ils avaient annoncé ça, mais le revers de la médaille, c'est à cause de ça, ben, ils vont devoir reporter le film. Pour l'instant, c'est reporté 3 mois. Ça peut être encore repoussé, ça arrive des fois qu'ils repoussent plus qu'une fois, mais pour l'instant, ils ont estimé que ça prenait 3 mois de plus. Là, c'est parce que tous ceux qui travaillent sur les effets spéciaux doivent tout recommencer, là. Hey, les acteurs, là, pense au fait que Jim Carrey, là, mettons, là, que dans le film, il était casté pour regarder dans un champ de vision quelconque, parce que techniquement, le bonhomme de CGI, il est censé être là. Faut qu'il réadapte tout ça, là, puis il retournera pas d'autres scènes, là, fait qu'il faut qu'il rechange tout ça. Sonic, fait que Sonic va rechanger son design, mais il va être plus grand que d'habitude. Tu sais, je veux dire, en tout cas, ça va être un bordel de monde, vous avez pas le choix de repousser ça, là. Alors c'est ça, puis... Ça fait pas de sens. on espère que c'est pour le mieux, là, parce que, comme on a dit, le design était pas super. Mais là, avec ça, ça va, je pense, ajouter quand même une bonne chance à ce film-là. Parce que c'est les films basés sur des jeux vidéo, la plupart du temps, ils se cassent la gueule. Et souvent, c'est pour des niaiseries. Mais ce genre de film là il y a quand même un potentiel intéressant dans le sens que c'est tellement déjanté comme univers Sonic que tu peux faire des choses assez folles avec ça. Parce que ça ressemblait trop à Hop, le film avec le lapin, là. Ouais, puis d'ailleurs il y a le même acteur dedans. C'est ça le pire, là. C'est ça le problème en fait. Parce que c'est pas Jim Carrey qui va nuire au film d'après moi. Tout le monde va saluer sa performance puis le reste il va se faire ramasser, là. Non, ben on verra bien si ça peut être une surprise aussi là. Moi je dis qu'on va le critiquer. Il y en a beaucoup qui disaient que Pokémon Pikachu détective ça allait être casse-gueule parce que c'était dur d'adapter des Pokémon en vrai. Ça l'était vraiment là. Puis ça en est vraiment bien sorti. Ouais, c'est ça, c'est très bien. C'est le film sur les jeux vidéo le mieux coté en ce moment là. Ouais, puis c'est le film avec le plus grand box-office niveau adaptation jeux vidéo là. Fait que Sonic est quand même l'espoir, donc on verra bien pour la suite, genre de voir le nouveau design. Je sais avec ta prochaine nouvelle. Ouais, c'est ma dernière nouvelle. Non, c'est ma moi aussi. Ok, je vais y aller avec la plus petite puis je vais finir avec la plus grosse à la fin. Ouais. Ok, on va y aller avec ça. C'est vraiment une petite nouvelle en fait. Rotten Tomato a un système de rating qu'on peut critiquer les films. On peut, moi, toi, si on veut, on peut aller sur le site de Rotten Tomato puis dire, ok, Captain Marvel, c'était de la merde, je donne un 0 sur 100. Maintenant, c'est pas encore appliqué, mais ça s'en vient très bientôt, à moins que je me trompe, mais il me semble que c'est pas encore appliqué.
il va falloir que tu prouves que tu es allé voir le film avec ton billet de cinéma. Et comme ça, tu vas t'autoriser à faire la critique du film. Parce qu'il y a eu beaucoup de backslash, autant sur Black Panther que Captain Marvel, parce que c'était une femme ou un noir. Fait que là, ça va alimenter les trolls. Je trouve vraiment que s'ils veulent faire chier le peuple et donner des fausses informations sur le film, ben il va falloir qu'ils payent les billets pour au moins nous faire chier. D'ailleurs, ils ont fait une entente avec une compagnie qui vend des billets de cinéma. Je sais plus c'est quoi le nom, c'est une compagnie américaine. Puis quand tu achètes un billet en ligne avec eux, automatiquement tu peux les critiquer. Vu que c'est relié, t'as pas à comme vérifier ton billet, c'est déjà connecté pis tout. C'est une maudite bonne chose parce que techniquement, là, les critiques, c'est censé t'aider à t'enligner en tant que consommateur, à savoir ce que tu peux consommer ou ce qu'on te recommande pas. Tu sais, je veux dire, c'est comme un jeu vidéo à 90$. Là. Quand il y a des mauvaises critiques, c'est parce qu'on veut pas que tu payes 90$ pour quelque chose qui mérite pas d'être payé 90$. Non. Fait que là, quand tu vois que c'est juste des usagers qui sont juste là pour faire chier le monde, puis juste être malhonnête, ben écoute, vous payez pas. Ah, c'est juste gossant là, Moi je me fie, plus jamais je me suis fié aux notes des joueurs puis des. Ouais. Ça sert à rien, c'est pas objectif pour deux. Il y a un manque de contrôle, puis c'est une tentative qui est intéressante, j'espère que ça va bien aider. J'ai déjà vu des commentaires négatifs à ce sujet-là. Qui mange la chenoute, je trouve c'est une très bonne idée, moi je trouve. Là, c'est une bonne idée, puis ils devraient mettre ça pour tous les sites de critique. Exemple, notre site québécois qui est Cinoche. Il y a ce problème-là aussi, il y a beaucoup de gens qui critiquent avant que le film soit sorti. Ouais. J'avais vu ça pour Captain Marvel, entre autres. Quand le film il sortait genre le vendredi, puis dès le lundi, il y avait déjà des critiques de gens, puis le film n'était même pas sorti. Puis, il y a une des filles qui critique là-bas qui s'appelle Elisabeth, elle avait démoli le film Batman v Superman. Ouais. Puis au Suicide Squad, un ou l'autre, puis elle s'est fait ramasser là. Chris, là, c'est un site d'opinion. Tu dois te donner son opinion. Ben oui. T'sais, tant mieux si vous autres aimez le film, en bout de ligne, c'est vous autres qui êtes gagnants. Mais nous autres, si on n'aime pas le film, on l'aime pas. À un moment donné, il y a un jugement là. J'ai l'impression que le monde tire tout le temps tout vers le négatif. Fait que... Ouais. Bref, on espère que ça va être un premier pas vers une amélioration. Oh ouais, j'espère. Je te laisse aller avec ta dernière nouvelle parce qu'après ça, moi je vais avec la grosse. Ouais, c'est good. C'est une nouvelle assez surprenante qui est arrivée de nulle part, qui nous excite tous les deux honnêtement. Cette fois-ci, c'est sérieux. C'est sérieux, on n'y est pas. On est très excités là-dessus. C'est une grande série américaine qui est très populaire, qui a été sauvée, même ce qui est drôle à dire parce qu'elle a été annulée, mais c'est populaire. C'est drôle de le dire comme c'est une contradiction. Ouais. Mais très populaire, elle est toujours d'ailleurs. Et la dernière saison, à date actuelle, elle cartonne aussi. Cartonne. Ouais, je sais pas, j'aime cette expression-là. Ouais. Et c'est la série Brooklyn Nine-Nine qui est très populaire. Et là, il commence déjà à parler d'adaptation. Et c'était confirmé, il y a une adaptation québécoise de la série qui va être produite par Patrick Huard, l'humoriste québécois, qui est sur plein de projets en ce moment. Qui me rassure pour elle. Qui me rassure parce que c'est un des plus grands humoristes québécois. Il fait de plus en plus de séries puis de films. C'est plus vraiment un humoriste, là, c'est plus un, réalisateur. Ouais, il est rendu réalisateur, acteur, parce qu'il joue dans une série en ce moment qui était genre un juge, je pense. Puis il a fait quelques films récemment, des comédies. Il y en a une qui était à Haïti. Il y en a un autre qui était genre un politicien. Il y a eu les Bon Cop, Bad Cop aussi. Aussi, Bon Cop, Bad Cop, c'est écœurant. C'est ce qui l'a aidé beaucoup, là. Puis il est très polyvalent, puis il est très bon. Et ça avance bien. Il va adapter Brooklyn Nine-Nine au Québec. Il a déjà confirmé que ça va être tourné à Québec comme série, donc ça va se passer à Québec. Donc ça va être probablement Québec 419. 819, je pense. Ouais, 819, ouais, c'est ça. Québec 819. Moi, je suis down avec ça. Ça serait vraiment drôle. Pour vrai, je trouve, tu sais, il y a beaucoup qui étaient comme, oh bon, on réadapte ça. Je trouve tellement que, un, c'est très facile à adapter, deux, ça coûte rien coûter à cette franchise-là à faire. Puis de trois, écoute, si c'est bien fait, je veux dire, c'est pas Game of Thrones qu'on adapte, là, c'est une sitcom qu'on adapte. Je trouve vraiment qu'il y a de quoi Il y a du potentiel, puis deux choses je veux dire. La première, c'est que les gens sont contents, les Québécois sont contents quand les pays étrangers prennent nos séries puis ils les adaptent. Mais pas l'inverse. L'inverse, on chiale. Puis je trouve ça absurde. Puis l'autre affaire, c'est que ce qui va déterminer si la série va pogner, c'est dépendant qui vont choisir. Parce que c'est très casse-gueule aussi comme projet. Puis il y en a beaucoup, puis je suis vraiment d'accord. C'est sûr que l'acteur est pas aussi en forme que Terry Crew, là. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui voudraient que ce soit Didier Lucien qui fasse Terry dans la version québécoise. Moi... J'avoue que ce serait drôle. Moi je veux lui. J'avoue que ce serait vraiment drôle. Mais c'est ça, reprendre des personnages comme ça qui sont ils ont tellement une personnalité assez unique. Moi c'est surtout le personnage principal que je suis curieux de voir qu'ils vont choisir. Parce que on suit à la base on suit un détective. Pas détective, un inspecteur. Voyons. Un enquêteur? Un enquêteur, merci, ça cherchait de police, puis c'est vraiment lui qu'on suit principalement. Et à la base c'est un humoriste américain qui... Oh, tu prendrais qui toi? Il y en a beaucoup qui voyaient Pierre-Luc Funk pour le faire. Moi, honnêtement, j'ai pas trop pensé en date à qui je verrais, mais
C'est sûr, je verrais un humoriste. Je pense que ça fait très bien de prendre un humoriste pour avoir l'humour en air de ça. Moi, là, je prendrais Louis José. Ouais. Louis José Hood. Ouais. Ouais, je prendrais Louis José. Puis comme ami weirdo, là, je prendrais Jean-Thomas Jobin. Ah ouais, ça fait très, je trouve. Ah, j'avoue que ce serait pas pire, effectivement. Ben, écoute, moi c'est mon casting de rêve, mais c'est probablement aucunement ça qu'on va avoir. Moi, j'ai hâte de voir qui vont prendre faire les deux vieux policiers. Ah ouais, Hitchcock, hein? puis... Je prendrais le gars qui... je sais pas son nom. Il jouait dans Minuit le soir. Ah oui, oui, Le oui. grand gros, là, je m'excuse, Oh, oui. c'est méchant, là, mais je... Ah oui, je sais qui tu parles. Il Il fait faire des rôles de gars... Ouais, je prendrais lui, puis il est bon en plus comme acteur. Ah oui, tu prends lui, puis genre Antoine Bertrand, genre... Ah ouais, hein, je sais pas si Antoine Bertrand ferait ça, par Ça exemple. serait drôle, les deux policiers, tu sais, les deux paresseux ouais, qui font je rien. sais. Ok, puis mettons, qui tu prendrais comme pour remplacer Melissa Fleur? Melissa, l'actrice principale? Ouais. Ah, ça, c'est pas évident, ça. Karen Vanasse? Ça pourrait cadrer, mais je pense qu'elle est un peu vieille pour ça. Ouais. Parce que les personnages ont comme 20-30 ans dans Brooklyn Nine-Nine, là. Ouais, c'est ça. Captain Holt. Captain Holt, ça, oh, ça sera pas évident, là. Il faut un noir. Sérieux? Ouais, il faut quelqu'un qui... Le problème, c'est que... Je ferais lui qui joue maintenant dans... Ouais, moi je prendrais lui qui joue maintenant dans la réforme de... les marionnettes, là, je cherche le nom, passe partout. Ah oui. Lui qui fait le jardinier, là, je sais plus son nom. Je sais pas, son nom est dur à prononcer, mais je l'ai eu comme professeur Promédia, puis il est très bon. Ah ouais, je l'imagine vraiment bien. Puis il serait bon sur son... Regarde, tu vois, c'est moi qui dois caster les acteurs, moi je trouve ça. Tu devrais demander à t'occuper du casting. Mais écoute, c'est ça, c'est la nouvelle assez intéressante. Il va y avoir une version québécoise de Brooklyn Nine-Nine. Dans le fond, tu sais, la seule chose qui est importante de cette série-là, c'est qu'il faut que ça soit très bien écrit. La réalisation, c'est correct, mais il faut que ça soit bien écrit. C'est ça, l'adaptation. Il faut dire que le québécois est très critique. Je finirai là-dessus pour en aura avec ta nouvelle. Ils ont tenté il y a quelques années une tentative de ce même genre, puis ça n'a pas marché. C'est SNL. Moi, je pensais que tu allais parler de Le Bureau, là. Le bureau. Oh mon dieu, je vais te laisser avec SNL, je vais t'expliquer Ben, après. parce qu'il y avait SNL Québec qui ont tenté et qui a fait une saison et que finalement les gens n'ont pas accroché. Donc C'était à Télé-Québec. Ben ouais, quand même. Mais moi j'avais bien aimé. Et c'est une des plus grosses séries américaines du samedi soir. Ça joue depuis les années 80-70. Oh ouais, ça fait longtemps. Et ici ça n'a pas autant pogné. Pourtant il y a des versions françaises, indiennes, whatever. Puis ça pogne super bien. Mais ici les gens n'ont pas accroché sur le style américain de cette émission-là. Et donc j'espère que cette fois-ci ça va accrocher. Parce que j'aimerais ça voir cette série-là adaptée. Mais vas-y. Ça s'appelait Le Bureau. En tout cas, si je me souviens bien, c'était... Comment elle s'appelle, la blonde? Marie... Elle jouait dans les Boys aussi. Là, dans les Boys. Marie Paiement? Oui, Marie Paiement, oui, Marie ouais, Paiement. Bon, c'est elle qui avait produit cette série-là. Puis je pense même qu'elle réalisait, je suis pas certain là. Puis dans le fond, c'était un remake québécois de The Office. Ah ouais? Fait que ouais, puis ça a duré, je pense, 3 épisodes, puis ça a été arrêté. Ah, c'était pas bon pour elle. Ok. Parce que c'était bizarre, parce que tu sais, le but de The Office, c'est que ça joue ses malaises. C'est surtout les malaises. Puis ça s'emboîtait vraiment bizarrement avec en québécois. Tu sentais juste que c'était comme une émission cringe. Là, je veux-tu qu'on a la nouvelle? Ouais, T'avais autre chose que tu l'as rajouté? Vas-y. Parce que c'est la grosse nouvelle. On aurait dû en parler la semaine passée, mais on n'a pas été capable. C'est vraiment la grosse nouvelle, je pense que tu es d'accord avec moi. C'est une nouvelle qui ça divise beaucoup. Moi, je suis du côté pauvre et toi, en tout cas, dans ce que tu me diras après, mais selon tes commentaires, ce que j'ai vu, c'était moyen pauvre. C'est pas officiel 100%, mais Robert Pattinson serait alias Bruce Wayne, alias Batman dans le nouveau film de Matt Reeves. Et je vais juste finir la nouvelle, puis après ça on en discute. Ouais. La grosse rumeur qui s'enchaîne avec ça, c'est que le film mettrait en vedette deux méchants, Catwoman et The Penguin, le même que Batman Returns de Tim Burton. Et ce seraient les méchants principaux du film. Mathieu, je vais te laisser y aller avec ton opinion, puis après ça, je vais enchaîner avec toi. Ben, c'est, comme tu dis, c'est une grosse nouvelle. Robert Pattinson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'acteur principal de Twilight. Oui, il a fait d'autres projets, je le sais, il a fait d'autres projets. Cosmopolis, Il a fait plein de choses, je sais. De l'eau de l'éléphant, tout comme ça. The Water of... Ouais, est-ce que je sais que ça avait été bien coté. Mais bref, c'est le premier en liste en ce moment pour être Batman. C'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Le réalisateur a lui-même dit qu'il voulait prendre lui comme Batman.
Donc c'est surprenant, je suis mitigé, mais c'est le même souvent pour ce genre de rôle-là. À la base, je sais pas ça pour Ben Affleck, mais Ben Affleck a fait une excellente job, surtout que Ben Affleck, contrairement à Robert Pattinson que je trouve, c'est qu'il a vraiment la gueule d'un Bruce Wayne. Ce qui était quelque chose qui était quand même reproché à Christian Bale à l'époque, parce qu'il faisait un bon Batman, mais il faisait un moyen Bruce Wayne, parce qu'il n'y avait pas tellement la personnalité ni la gueule d'un Bruce Wayne. Faut que tu aies la mâchoire carrée. Là. Ouais, c'est ça, puis tu sois quand même cut, là, tu sais, parce que Bruce Wayne il est cut, là. Et ici, ben... il y a du potentiel honnêtement, je suis pas contre. Ça me fait penser beaucoup plus à Heath Ledger en Joker. Personne ne voyait en Joker parce qu'il avait vraiment pas le look, le truc, mais ça peut être surprenant. Regarde, je laisse la chance au coureur. Ça va dépendre aussi du scénario, tout ça, mais c'est intéressant. Puis pour les méchants, c'est pas confirmé que c'est les méchants ce serait pas. La rumeur dit pas que ça va être les méchants principaux, mais qu'il y aurait ces méchants-là dans le film. Quoi que ce serait intéressant d'avoir le pingouin comme méchant. Ça pourrait être intéressant. Qui voit Josh Gad faire le pingouin. Le pingouin qui est un méchant emblématique de l'univers de Batman, tellement que c'était le méchant central de la série Gotham. Puis l'acteur qui le faisait était excellent. T'aimerais-tu plus une version comme plus proche de Batman Returns ou plus proche de Gotham? Gotham. Ouais, moi aussi honnêtement, un grand mec là. Je trouve que l'acteur l'avait super bien dans Gotham, puis il avait une très bonne personnalité, tout ça. Puis il montrait vraiment le typique mafieux qui monte les échelons, qui devient genre le grand contrôleur de la ville, puis qui est obsédé par tout ce qui est pingouin puis tout. Puis pour Catwoman, ben c'est une suite logique. Puis à cause qu'il y avait les rumeurs sur Catwoman, il commençait à avoir plein de memes du fait qu'il allait prendre Kristen Stewart pour faire... serait bonne en plus. Il ferait Catwoman. Puis je trouvais ça vraiment drôle de voir ça, puis qu'il prenait l'acteur qui faisait le loup-garou dans la toilette, qui fait plus grand chose à ce que je sache, qui allait faire, je sais plus quoi, je pense que c'était le Sphinx, un truc comme ça là. Ouais. Mais bref, il y a du potentiel, moi je suis excité, j'adore l'univers de Batman. Je lis beaucoup de BD, j'en ai acheté une récemment de Batman. C'est hallucinant comment c'est le fun à l'univers de Batman. Je suis curieux de voir ce que ça va donner pour ça, mais je reste mitigé pour Robert Pattinson, je vais en voir plus avant de juger. Surtout le costume. C'est le costume qui fait tout. Effectivement, et la Batmobile aussi, parce que c'est ça qui va avoir la Batmobile. Ouais, parce que de toute façon, c'est un Batman qui est aucunement lié au DCAU. Fait que... Ouais, voilà, donc je te laisse, dis-moi ce que t'en penses. Moi, je suis extrêmement content. Je trouve vraiment que Robert... Il y avait déjà eu des rumeurs, on en avait déjà parlé au show. Je trouve vraiment que Robert Pattinson, je vais finir par l'avoir, a vraiment une gueule de Bruce Wayne. Faut arrêter de se mettre la tête que c'est le gars de Twilight, là, avec un fond blanc, tout ça. Il y a vraiment de quoi à faire, je trouve. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas encore un, mais écoute, Zachary Levine ne l'avait pas non plus pour Shazam, puis il est rendu cote là. Fait que ça, on s'en fout, il va se muscler. Moi, tant que c'est un excellent acteur qui a fait ses preuves bien partout. En plus, c'est le film, c'est Matt Reeves qui le fait. C'est un gars qui maîtrise genre les films un peu dark avec les deux derniers films de la planète des singes. C'est pas lui qui a fait le premier. Là. Ouais. Puis, tu sais, faut que ce soit juste bien dirigé, faut que le costume soit là, faut que le scénario soit là. Puis le scénario, il a pris beaucoup de temps à faire. Puisque pour moi, c'est un signe de... On a pris le temps de fignoler pour vraiment donner une nouvelle trilogie de Batman qui va être à la hauteur. Puis tu sais, au moins, on nous en ressort pas un Christian Bale ou un Michael Keaton. Quoique j'aimerais voir Michael Keaton comme un vieux sage qui donne des conseils, là, mais... Ben, le scénario n'est pas encore confirmé de l'histoire, mais il y avait des rumeurs qui disaient que ça pouvait être la version Batman Beyond de Batman, que pour ceux qui connaissent pas, petite parenthèse, c'est un Batman, dans le fond, c'est une version futuriste du Batman, dans le sens que c'est un Batman à la retraite, ben, proche de la retraite, qui réalise qu'il est plus capable d'être Batman. Bruce Wayne, il est rendu trop vieux d'être Batman, fait qu'il réalise qu'il a besoin d'un successeur, et il va trouver un successeur à Gotham. C'est une bonne série animée. C'est une bonne série animée qui ont commencé à faire des comics récemment parce qu'il y a un hype autour de ce personnage-là. Et dans le fond, il va chercher un jeune qui a un vécu semblable au sien, il va le former pour devenir la nouvelle génération de Batman. Et il va avoir ses propres ennemis, même si c'est certains ennemis de Batman qui vont revenir, qui vont être là, il va avoir ses propres ennemis dans un univers plus futuriste avec des voitures volantes et tout. Et c'était vraiment intéressant comme série. Il y en a qui disent que ça pourrait être intéressant de ramener un Michael Keaton, faire un vieux Bruce Wayne, et de prendre Robert Pattinson, faire un jeune Batman. Ben moi je veux être plate là, mais autant que comme Spider-Man, je voulais un Peter Parker, je veux un Bruce Wayne, c'est ça que je veux. Ah c'est ok, on sait rien, on verra bien, puis je peux être le premier à être confondu. Fait que, on y va dessus, de toute façon on fait un bas de congélateur. Ouais, on va tout de suite au box-office sans plus attendre. Bienvenue dans les chroniques box-office de Max.
On est du côté box-office. Alors là, on parle des prédictions. C'est la partie préférée de Max. Je te laisse y aller. On a beaucoup à parler quand même. Ouais, ben on va faire ça vite quand même. John Wick 3, ben c'est le film qu'on avait prédit en fin de semaine de 2 semaines. Puis on n'était pas revenu dessus. Là, on peut y revenir. En fait, on va y aller rapidement. Moi, j'avais prédit à 35 millions. Je savais que le film allait faire un peu plus que que les deux autres, mais j'étais comme m'attendais pas à ce qu'il fasse autant. Fait que moi j'avais prédit 35 millions. Toi Mathieu t'avais prédit 50 millions de dollars. Je te trouvais ultra optimiste. Je trouvais que c'est beau, je sais. Puis finalement, le film a fait 56 millions en son premier week-end. C'est excellent. C'est genre, je pense que c'est 3 fois le premier là. En son premier week-end, fait que c'est très bon là. Fait que chapeau Mathieu, tu as gagné cette fois-ci. Merci. Mais c'est correct, je te lancerai pas trop de fleurs parce que les prochains films qui sortent en fin de semaine. On a 2 gros films qui sortent là. Ouais, puis j'avais pas réalisé que c'était les deux en même temps. Puis Hugo a pu nous donner ses chiffres par Messenger, fait que c'est vraiment ses vraies prédictions et non ses 3,50. Je vais y aller en premier. Le premier film c'est Godzilla King of Monsters qui est la suite du film sorti en 2014 avec Bryan Cranston et Aaron Taylor Johnson. Puis aussi la suite de Kong Skull Island. Ouais, c'est ça qui fait partie du Monsterverse. Les critiques sont pas encore sorties, mais je crois que visuellement le film est vraiment intéressant. Ça va être super beau comme film. Il y a quand même un bon choix de casting dont Emily Brown. Emily Brown, ouais. Je sais pas son nom. Une des actrices principales de Stranger Things. Ouais, c'est ça. Bref, elle est là-dedans. Et dans le fond, en tout cas, on va y aller avec ça, même si on sait pas les... Là, on peut vraiment se planter parce qu'on connaît pas les critiques du film, mais on y va pareil parce qu'on a fait un choix un peu plus tôt. Moi, je pense que le film peut faire 65 millions de dollars à son premier week-end, ce qui serait quand même une semi-déception, sachant que le premier film a fait, je pense, comme 80 millions, même 90 millions son premier week-end. Faudrait que je vérifie, mais... Ce qui drop un petit peu là, les chiffres. Toi Mathieu, tu y vas avec un... 55 millions, je suis un petit peu moins optimiste. Je sais que la franchise est très populaire, mais Godzilla c'est toujours une franchise risquée dans le sens que ça marche super bien, ça il se plante solide. Parce que les trucs de monstres, c'est par vague, il y en a beaucoup qui sont très battus. C'est très populaire, ça vient de l'Asie, puis ici c'est devenu culte. Mais je sais qu'il y a certains Godzilla qui n'ont pas marché, surtout au début des années 2000, ça marchait pas. Et le dernier, il avait été quand même aimé, mais il y avait eu beaucoup de défauts dedans. Donc je reste quand même prudent avec 55 millions. Ok. Hugo, lui, il va avec 100 millions. Ce qui est quand même énorme. Oui, c'est le double de John Wick, là, je dis ça. Là. En tout cas. Le prochain film, c'est Rocketman, le film adapté sur la vie de Elton John, qui va être une comédie musicale avec des libertés musicales dans le film, dans le sens qu'il va y avoir des mises en scène où on va avoir du chant avec des danseurs, tout ça, pendant des scènes qui sont comme semi-réelles. Les critiques sont sorties pour Rocketman, sont actuellement bien, mais pas hallucinant. Si on check rapidement, là, on va checker vite là, parce qu'on aime ça direct. Là. Je pense que la dernière fois que j'ai checké, il était dans le 60%, ce qui est pas... Tu revois la note de Queen, elle était pas si... 88%. À monter, ok, parce que la dernière fois que j'ai checké, bon, ben, il y a 88%, et si on check vite, tu mets ta critique... Mais Queen, il était coté genre un peu moins que ça, là, pour donner une idée. Là. Comment 73. 73. Bref. Fait qu'on va voir. Moi, je pense vraiment qu'ils vont avoir un bon... Fait qu'il y a un bon buzz, apparemment, sur le film. J'avais lu des critiques plus mitigées que ça, mais ils ont monté, tant mieux. Mais ça fera pas le succès de Bohemian Rhapsody. Là. C'est pas... La musique d'Elton John n'est pas aussi connue que Queen, selon moi. Il y a bien la génération actuelle ne sait pas c'est qui Elton John, je suis désolé. Là, mais... Ben, Elton John a des records que Queen n'a pas, je te fais remarquer. Là. J'enlève rien à ses talents. C'est le chanteur le plus prolifique britannique, là. Je veux dire, c'est l'artiste britannique le plus prolifique. Demande à ma soeur qui a 16 ans, c'est qui Elton John. C'est sûr. Elle saura pas c'est qui. Mais j'ai regardé son Wikipédia pour le fun l'autre jour, parce que je connaissais pas tant de choses sur Elton John, honnêtement. Et je me suis amusé à regarder ses records, tout ça, puis il y a peu d'artistes qui peuvent rivaliser avec ses records à lui, de vente, les plus gros spectacles, de gens qui sont venus voir ses spectacles, tout ça. Ouais, puis c'est un gars très talentueux. C'est sûr que là, il est
est plus autant intense qu'avant, mais en plus il a annoncé sa retraite. Je sais parce que je me suis renseigné, mais à l'époque c'était l'événement, il était là avant Queen, puis Queen, quand Queen est arrivé, c'est sûr, Queen a pris la place. Mais faut pas t'oublier aussi qu'il a fait la chanson du Roi Lion, tout le monde se rappelle. C'est un classique là. Mais ça reste qu'il y a il y a beaucoup de hits à Elton John qui sont des classiques. Entre autres, le titre du film Rocketman, c'est un petit plus grand... Rocketman, puis Tiny Dancer aussi que j'aime beaucoup. C'est dans ses plus grands hits, puis quand on les entend, on sait tout de suite c'est Elton John. Là, mais en tout cas... Fait qu'on y va avec nos prédictions. Moi j'y vais avec 32 millions de dollars. C'est pas énorme. J'espère me planter. J'aimerais ça que le film marche parce que je trouve que tout a l'air d'être là pour être un bon film, meilleur que Bohemian Rhapsody. Mathieu? Je vois qu'il y a 45 millions. J'ai vraiment plus optimiste pour ce film-là. Parce qu'il y a une vague en ce moment pour ce genre de film-là. Queen a été une preuve vraiment hallucinante. Mais c'était pas le premier film à faire une vague comme ça quand même. Mais les films biopiques en ce moment, on la cote. J'avais lu un article qui disait qu'il y en avait de plus en plus de commandes de ce genre de film-là. Il y a un boom dans les dernières années. Puis là, c'est rendu qu'il en faut comme 4-5 par année, des gros de même. Là. Bohemian Rhapsody, là, je dis ça, là, mais il est à moins de 100 millions d'1 milliard, là. Ouais, c'est ça. C'est une comédie musicale, là. Mais en termes de biopic, de films basés sur des histoires vraies, c'est fou, là. Je veux dire, ben, ça dit, c'est des records, mais il y en a plein comme ça qui sortent. 903 millions de dollars. Ah, c'est ça. Là. Écoute, là, ils ont annoncé un nouveau film sur Elvis. Il y a un film sur Céline Dion qui sort aussi. Puis il y en a d'autres artistes. Il y a Dirt qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, c'est pas bien bon, là. Mais t'attendais pour l'écouter ce film-là, toi? Ouais, je l'ai pas écouté. Ok, mais c'est sur un grand groupe aussi de musique. Ouais, Motley Crue, là. Non, Motley Crue. Puis il en sort plein de même, là. C'est vraiment la cote. Et donc c'est pour ça que je suis plus optimiste avec 45 millions. Hugo, il est encore plus optimiste que nous. Ouais, ben Hugo, il va avec 65 millions de dollars. Je pense qu'il se base sur Bohemian Rhapsody pour prédire Rocketman. Moi, je suis pas surpris que c'est un hit, là, parce que c'est quand même Elton John. Oui, on le connaît moins en tant que tel de notre génération, mais ça reste un méga hit à la base de Elton John. Moi, j'en connais beaucoup de ses chansons. J'adore sa musique. Moi aussi, j'en écoute de temps en temps. Chaque semaine, j'en écoute un. J'ai 2 tunes de Elton John dans mon cell, dans ma playlist, parce que c'est vraiment bon à écouter. Puis j'ai même j'ai une version, je suis là-dessus, parce que Sylvain Cossette avait repris certaines tunes de Elton John. Puis je pense que c'est Rocketman d'ailleurs, de Sylvain Cossette aussi que j'ai dans mon cell. J'aime aussi sa version à lui. À tel point qu'il est marquant, il y a des artistes qui ont repris sa musique. Et ça, c'est quand même pas rien aussi. Donc voilà, donc on va être du côté non-spoiler. Ouais. Et je rappelle cette semaine, donc c'est le film John Wick 3, John Wick chapitre 3, Parabellum. Alors, sans vous attendre, allons-y. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors on est du côté non-spoiler et on critique le troisième film de l'univers de John Wick, le chapitre 3, Parabellum, qui est toujours réalisé par Chad Stahelski, qui, pour l'anecdote, a fait que 3 films, et ces 3 films c'est John Wick. Ouais, c'est un ancien cascadeur qui a fait quelques rôles d'acteur aussi secondaires. Mais dans le milieu, j'ai lu sa biographie, il était connu pour être il était excellent au niveau cascade. À la fin, c'est lui qui formait les cascadeurs, tout ça. Puis il fait encore quelques cascades, mais il est en train de changer de carrière un peu. À une certaine époque, à un certain temps, à un moment donné, il y a des acteurs aussi qui font ça, des acteurs maintenant qui sont rendus réalisateurs, comme mettons Clint Eastwood, qui fait presque plus de films, mais il réalise beaucoup de films maintenant. Parce que avec l'âge, à un moment donné, tu te reconvertis un peu. Donc c'est une chose pour Chad Stahelski, il est rendu réalisateur, et il part bien parce qu'avec les John Wick, c'est tout des succès. Les films ont toujours fait de plus en plus d'argent, puis de meilleur en meilleure critique. Oui, puis il a créé une franchise culte, il y a beaucoup de réalisateurs qui peuvent se vanter de ça. Ah ouais, parce que c'est pas adapté de rien. Non, c'est ça, c'est juste... On écrit un film, on écrit une histoire. Tu sais, bon, ok, on reviendra pour l'histoire, là, mais... puis il avait dit qu'il avait sorti le premier... quand il a annoncé le deuxième film, le deuxième, il avait dit qu'à la base, il avait des idées pour le premier, il avait une idée en tête, puis il s'attendait pas à ce que ça prenne autant. Ça avait vraiment été une surprise au cinéma. Ouais, le premier est très bon, là. Il est excellent. Puis là, il est parti, là, il est parti avec son univers. On l'a dit, il a même annoncé une série TV basée sur son univers, qui est le Continental, donc c'est la preuve que ça marche. Parce que encore une fois, si une franchise de une série TV, c'est pas rien aussi. Bref, au casting, on retrouve encore une fois Keanu Reeves, qui même avec l'âge est toujours aussi intense. Toujours aussi impressionnant. Ouais, il est dans la cinquantaine, lui. Puis tu le vois, il est toujours en forme, là, tu vois qu'il se maintient bien. Qui joue toujours John Wick, toujours un personnage énigmatique, avec un passé très sombre, qui est très le fun à suivre. On a encore une fois Ian McShane qui joue Winston, qui est le directeur du Continental, qui joue du Ian McShane, on viendra là-dessus. On a Marc Dacascos qui joue Zero. Qui est l'assassin. Qui est l'assassin asiatique.
Ah, c'est ça, ok, merci. Qui a un nouveau personnage, un ajout au casting pour ce film-là, qui est une espèce d'assassin samouraï intéressant. On a aussi le retour de Laurence Fishburne pour le deuxième fois, parce qu'il était pas dans le premier film, et il est là depuis le deuxième film. Qui était un bel ajout, je trouvais, dans le deuxième film. Ouais, on reviendra. On reviendra là-dessus, mais qui fait de Bowery King, le king des souterrains, je pense, un truc comme ça. Ouais, c'est pas des vidanges, genre. Ouais, ou un truc comme ça, du côté sombre de la ville. En tout cas, il est comme un roi des pauvres, un truc comme ça. On a aussi un autre ajout intéressant qui est Asia Kate Dillon, qui est une inquisitrice, qui joue la messagère de la table haute, qui est les grands méchants de l'univers de John Wick, et qui est d'ailleurs, fait intéressant, qui est une actrice non binaire, qui est une des premières à gagner, c'est la première à gagner un Emmy pour le meilleur acteur, et non pour meilleure actrice. Vu qu'elle est non-binaire. Et elle était connue entre autres pour la série de Billion, que j'adore. C'est une très bonne série, puis elle est très bonne là-dedans. Et là-dedans, effectivement, elle est pas identifiée ni comme acteur ni comme actrice. C'est J'ai vraiment... aimé comment t'as genre... Quoi? cabotiné. Ouais, mais vous comprenez, non, là, oui. Mais c'est l'époque maintenant. Puis elle est excellente là-dedans. Là. Tu m'as appris de quoi? J'ignorais qu'est-ce qu'on considérait non-binaire. Oui, puis c'est le premier acteur non-binaire qui a gagné un Emmy. C'est pour donner une idée, puis elle a été nommée, je pense même au Golden Globe, puis aux Oscars aussi. Là. Pourquoi? Cet acteur-là est en vogue. Là. Ben, la série Billion, entre autres, qui est une excellente série. Excuse-moi, non, continue. Non, j'ai pas de ce que t'as dit. Ok, c'est bon. Non, je tiens à préciser. Et il y a un autre ajout au casting, c'est le dernier gros ajout qu'on peut mentionner, qui est une actrice qui est Halle Berry, qui joue Sophia, qui joue une ancienne amie de John Wick, qui va croiser son chemin dans l'univers du film. Amie. Ouais, on va mettre des parenthèses. Mais qui est jouée par Halle Berry, qui est une actrice qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça dépend. Il y a beaucoup de haine envers cette actrice-là. Elle est bonne là-dedans. Elle est bonne là-dedans, puis moi c'est une actrice que j'aime bien, même si elle a fait beaucoup de mauvais choix dans sa carrière. Elle a fait quand même de bons films. Là. Moi je l'ai bien aimé quand même dans X-Men. Puis elle a fait quelques bons films aussi en dehors de ça. Mais effectivement c'est... Gothica avec Robert Downey Jr. aussi. Oui, effectivement. Puis on l'a déjà parlé, mais c'est une rare actrice qui la même année elle avait eu un Razzie, puis un Oscar. Pour Monster Ball, puis l'autre c'était Catwoman? Ouais, c'est Catwoman, ouais, voilà, exactement. Elle avait les deux la même année, c'était assez rare, puis je trouvais ça quand même comme événement. Bref, c'est le casting principal du film, c'est produit par Thunder Road Picture, c'est distribué par Summit Entertainment. Côté critique, Metacritic, il y a 113% d'avis positifs, ce qui est quand même très bon pour Metacritic. Public, 83%, c'est excellent. Rotten Tomato, 89% la presse, ce qui est excellent. C'est très bon. C'est quasi parfait. Public à 90%, c'est hallucinant en termes de notes. Surtout que le deuxième avait été un petit peu moins bien coté en termes de notes. Et là, c'est vraiment bien. Budget, c'est pas un film qui est très... Ben tu avec le budget, mais c'est pas un film très coûteux. C'est un des plus chers de la franchise, mais il a coûté 55 millions de dollars. Et il a rapporté mondialement à l'heure actuelle 119 dollars. 119, ouais. Fait qu'il va clencher. Il va probablement atteindre les 200 millions de dollars facilement. Ce qui va être un méga succès pour la franchise. Ouais, pis c'est pas une grosse franchise, mais en même temps, c'est rendu culte, là. Ouais, c'est un personnage qui va passer les années, je pense. Ouais, puis il va remettre, tu sais, dans le sens qu'on va vouloir l'écouter. C'est un peu comme, mettons, moi, je compare entre autres à Die Hard. Tu sais, Die Hard, je me tente jamais de l'écouter parce que c'est culte. J'aime ça revoir Bruce Willis à l'aéroport, puis il doit attaquer les terroristes, ça. C'est le genre de franchise que t'aimes ça réécouter parce qu'il y a une bonne histoire, le personnage principal il est attachant. Le contre-exemple je donnerais, ben, même si j'ai quand même aimé, c'est Jack Reacher. Qui est avec Tom Cruise, qui ont eux aussi assez de leur bord de faire une franchise, mais le deuxième film était moins bien accueilli. Puis là, je sais pas si on en avoir un troisième, mais j'avais bien aimé les scènes d'action, mais c'est un peu le même principe, mais ça avait moins pogné. Bref, l'histoire c'est quoi? Eh bien, on suit toujours le personnage de John Wick. Et fait intéressant, ce film-ci est la suite directe du deuxième. Ça se passe, les mythes qui suivent le deuxième, contrairement au premier et le deuxième qui avait un petit intervalle entre les deux. Ici, c'est vraiment back-à-back. Donc si on n'a pas vu le deuxième... Tu peux écouter le 2 sans écouter le 1, mais tu peux pas écouter le 3 sans écouter le 2. Ouais, c'est ça, voilà. Tu m'enlèves le mot de la bouche, c'est exactement ça. Et donc, c'est quand même important, je le précise, j'ai quelqu'un de mes amis qui m'ont demandé s'ils pouvaient juste écouter le troisième. Je leur ai dit, au moins écoutez le deuxième, parce que vous allez vous perdre un peu. Là. Il y a beaucoup d'éléments qui se suivent comme ça, des répercussions, parce que c'est les répercussions du deuxième film qui continuent sur le troisième. C'est un John Wick qui est pourchassé
par le Haut Conseil, parce qu'à la fin du deuxième film, il a éliminé un des membres du Haut Conseil, et de ce fait, ben, il est rendu ennemi public. Ça, puis il l'a fait dans l'hôtel. Dans l'hôtel, c'est un endroit neutre, qui ne sont pas censés faire de tuer du monde. Et de ce fait-là, ben, il est devenu un paria. Il a été excommunié, comme ils disent. Et c'est lui qui a la plus haute prime, vu qu'il a fait un acte, tout ça, puis il y a un membre du Haut Conseil. Donc tout le monde est le recherche pour essayer de le tuer, donc il va essayer de survivre et trouver une solution pour s'en sortir. Et comme il disait dans le deuxième film, son objectif est toujours le même, c'est qu'il veut détruire le Haut Conseil, ce qui est l'objectif de son histoire, parce que là c'est plus juste la vengeance de son chien et de sa voiture, là c'est une coche au-dessus, c'est d'éliminer une organisation mondiale qui a des milliers de mercenaires à leur botte. Et bref, chaque film prend de l'ampleur, je trouve ça intéressant parce qu'à chaque film, on monte une coche, tu sais. Tu sais comment que le personnage va passer à travers. C'est ça, là. C'est assez hallucinant. On viendra un peu plus loin là-dessus, mais c'est pas mal l'histoire centrale du film. Je te laisse tout aller avec ta critique générale du film. Moi j'avais hâte parce que j'avais quand même beaucoup aimé vraiment. L'un, je l'aime vraiment beaucoup, là, c'est un de mes films d'action préférés. Puis j'ai vraiment passé un bon moment. Puis le 2, je l'avais beaucoup aimé, mais j'avais trouvé une coche en dessous. J'avais eu la misère à remarquer plus. Je trouvais que les personnages qui accompagnaient John Wick, je trouvais qu'ils étaient vraiment moins intéressants. Puis le troisième, tabarnak. Wow man, il a tout rasé sur son chemin. C'est vraiment un bon film d'action comme on n'en voit plus. Crème, tout est fait là, il n'y a pas d'effets spéciaux. Les scènes d'action s'enchaînent de. Il y en a qui sont littéralement cultes là. Je dirais rien, je spoil rien, mais le livre. Puis il y a une violence. On a monté le gore d'un cran aussi, je trouve. Je trouve que c'est le plus gore de la franchise. Puis honnêtement, là, le film, c'est une ride. C'est ça que c'est. C'est un roller coaster, même. Tu passes toutes les émotions. C'est des scènes qui s'enchaînent, mais qui s'enchaînent tellement bien. Puis l'histoire est suffisamment intéressante pour que tout ce qui arrive soit suffisamment justifié. Puis tout est fait avec classe. D'ailleurs, le film, il y a vraiment un côté artistique, il faut vraiment y donner pour vrai. Là. Il y a vraiment un côté, les couleurs, les jeux de couleurs et la photographie, là, qu'on voit avec du mauve, du bleu. Oh, c'est beau. On nous monte à New York, je pense que c'est New York, c'est ça? Ouais. Vraiment, 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 vraiment beau. Puis je trouve vraiment que, écoute, sérieusement, là, on monte le récit, on monte le suspense, on monte l'intensité, puis les scènes d'action, on dirait qu'ils sont, à chaque fois, ils se renouvelent. Puis pourtant, c'est juste un gars qui tue du monde, là, mais à chaque fois, on réussit à pousser à une étape supérieure. Pour être John Wick 3, c'est vraiment un très bon film d'action. C'est le meilleur de la franchise. Je pensais pas que c'était possible de faire meilleur que le premier. Pour vrai, là, j'ai vraiment aimé ça. Puis je me rappelle que dès que je suis sorti du cinéparc, j'en parlais avec mon chum de gars qui était avec moi, puis j'arrêtais pas de dire à quel point Chris que j'avais aimé ça. J'ai fini. Moi aussi j'ai adoré le film, j'adore la franchise de John Wick, je l'ai déjà dit à plusieurs fois comme anecdote, mais à la base le premier film m'intéressait pas, parce que Keanu Reeves il était dans une phase qui faisait pas des super bons films, et ça me avait convaincu de l'écouter, fait qu'on l'avait écouté, et c'était un coup de cœur, et après je suis devenu un fan fini de John Wick, et donc même si le deuxième on l'avait critiqué, on avait trouvé quelques faiblesses à ce film là, le troisième il est pas sans défaut honnêtement, mais je l'ai adoré, les scènes d'action sont incroyables, ils se renouvellent à chaque fois, ça paraît que c'est un cascadeur qui chorégraphie les scènes d'action, parce que on voit qu'il y a un souci de détail dans les scènes d'action qu'il n'y a pas tout le temps dans ce genre de film là. Quand tu t'arrêtes sur image, tu regardes les séquences, tu vois vraiment qu'il y a un souci de détail, la chorégraphie, les mouvements, les objets, comment ils sont placés. Il n'y a pas de shaky camera non plus. Non, c'est ça, la caméra, l'angle est toujours bon. Il n'y a pas un angle qui était comme ok, mais voyons. On voit pas grand chose, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est comme un peu, je me rappelle, le premier Matrice, le premier film Matrice avec Keanu Reeves encore une fois, il y avait des scènes de combat que la caméra shakeait trop ou était à un angle que tu voyais juste un des deux. Tu voyais pas les deux se battre, tu voyais juste, mettons, juste Keanu Reeves qui donnait des coups, la caméra changeait de bord, tu voyais l'autre donner des coups. Le premier Batman Begins aussi avait ce problème-là. Ouais, c'est ça. C'était insuivable. ça gosse des fois parce que tu peux pas profiter amplement des scènes d'action. Puis un gros exemple c'est Kingsman, que là tout le long t'as l'impression que la caméra elle arrête jamais. Parce que les scènes d'action sont en continu, c'est débile. Puis ici c'est le même concept. Les scènes d'action sont folles, sont en continu, sont longues, mais on se tanne pas de les regarder. Ils sont à couper le souffle. On a l'impression que le personnage principal il est invincible, qu'il a infini de cardio, il est irréel à un certain moment. Ouais, c'est le Baba Yaga, hein. Le Baba Yaga, c'est ça. Il y en a qui le comparaient à Jason puis à Mike Myers, là. C'est... ouais. c'est ouais, ouais, j'aime le... Ouais, puis il y a eu une... Ouais, parce que j'ai vu de quoi passer par rapport à ça. Il y a plus de monde tué dans le troisième film de John Wick que la franchise Jason et Halloween réunis ensemble. Ouais. Puis on parle de tous les films, là. Les 13 Halloween puis genre les 6 Jason, là. Genre, plus que ça, je pense que le 10 Jason, c'est pas 11 ou 12, mais... Ah ouais, c'est vrai, il y en a beaucoup de Jason. Ouais, Jason X, c'était le 10e, là. Oui, c'est vrai. Fait qu'il y en a eu 3. Ouais, c'est parce que moi j'en ai pas écouté beaucoup de Jason. Moi, non, Jason. ouais, c'est pas grand chose.
Non, Jason, ça n'a pas été... Bref, tout ça pour dire que le film, j'ai trouvé vraiment bon. Il y a quelques défauts au niveau du scénario, encore une fois, qui m'ont un peu dérangé. Mais dans le sens, ça passe bien, là. C'est un film d'action bourrin qu'on aime. Les décors sont vraiment bien. Le jeu de lumière, comme tu disais, j'aime bien les teintes mauve, bleu, grise, noire. Ça marque, c'est ça qui arrive. Oui, ça marque. Il y a un bon enjeu, il y a une bonne esthétique, autant pour le continental que les lieux visités. Les personnages secondaires qui ont été ajoutés sont intéressants. Je dirais que ça qui est vraiment un peu plus marquant, c'est le personnage d'Halle Berry. Les autres sont, je dirais que c'est pas tant marquant, mais Halle Berry, je trouve que c'est un bel ajout au casting. Ouais, moi, j'avais pas qu'elle soit là comme un accessoire quasiment. Ouais, là, Ben Puis, Carey, genre. Ouais, puis finalement, elle a quoi, 25 minutes, mettons, dans le film, à peu près? Maximum, peut-être 20, là. Ouais, c'est ça. Puis, mais je trouve vraiment que c'est un ajout comme intéressant. On le sait qu'on va le revoir, là. Ça, c'est évident. Mais je trouve vraiment qu'elle apporte vraiment... clairement, il pourrait faire un spin-off sur elle, là. Il y aurait du stock, effectivement. Clairement, il pourrait. Puis je trouve que l'univers, c'est comme en Égypte, un peu. C'est en Égypte? C'est au Maroc. Au Maroc, ouais, je m'excuse. Casablanca. Je connais pas tant mon monde, mais je trouve vraiment que ça serait intéressant de voir cet univers-là implémenté au Maroc. Ça aurait de quoi faire. Ben, on reviendra, mais c'est l'univers de John Wick dans la catégorie spoiler, mais il y a vraiment de quoi intéressant à faire. Mais dans l'ensemble, c'est très divertissant, les scènes d'action sont folles. Ça donne le goût d'en voir plus. J'ai hâte de voir le 4ème qui était déjà annoncé. C'est pas une surprise, il vient d'être annoncé. J'ai hâte d'en voir plus. Kenny Reeves il est en feu. Il est en forme là-dedans. Il est en forme, il est hallucinant comme personnage. Il parle pas beaucoup, mais ça passe bien. C'est pas comme le dernier Jason Bourne que l'acteur il dit genre il parle comme 5 minutes dans le film pour genre 2 h 30 d'action. Ici ça passe vraiment bien. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais chaque dialogue est important et marquant. Donc vraiment c'est un bon film, j'ai vraiment été diverti. Et c'est fou pour un réalisateur que c'est ses premiers films, là, je veux dire, il est incroyable là-dedans, j'ai hâte d'en voir d'autres là-dessus. Bref, on va être du côté spoiler pour en parler plus en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors on est du côté spoiler, et là on va parler en détail du film, le film qui est quelque chose en soi. Comme on disait, c'est la suite directe du 2ème, donc c'est un peu le même effet, mais qui marche mieux, je trouve ici, que pour les James Bond, que Quantum Solace était la suite de Casino Royale. Je trouvais que ça s'enchaînait moins bien pour les James Bond, personnellement, que là, ici, on sentait vraiment que la continuité fitait, là, tu sais. Il est blessé, il poursuit partout, il est à New York, tu vois, puis dès le début, le film met le ton, parce que, je vais te laisser en parler, mais la scène de la bibliothèque... Tabarnak, hein? Wow, le grand, là, on l'avait déjà vu avant, je pense, hein? Je sais pas. Ça, c'est pas la première fois qu'il retourne à la bibliothèque puis qu'il est là, lui. En tout cas, je pourrais vraiment dire pas vu le 1 puis le 2, là, ça nuit un peu. Mais justement, il se bat avec dans la bibliothèque, sacré-fan. Il tue avec un livre, man. Je pourrais, là, j'ai vraiment fait un... Aïe aïe! J'ai lâché un call, là. Il met le livre sur la table, pogne la tête du gars, puis il te smash sur le livre, puis pète le cou, je suis comme... Wow! Ah non, ça me saisit comme ça. C'est ça qui, je pense que c'est ça qui fait le charme de cette franchise-là, c'est que le film trouve toujours une manière de tuer les personnages de façon originale à chaque fois. Tu sais, un qui fait que le personnage de John Wick est intéressant, c'est que il peut tout utiliser et tout est un arme. Il est vraiment dangereux. Tu sais, je me rappelle, ça me fait penser à... Puis c'est vrai, là. Comment il s'appelle Georges Saint-Pierre. Son corps est considéré comme une arme blanche. Pour vrai. Ouais. Criminellement, il pourrait être considéré comme avoir utilisé une arme. C'est fou, hein? Mais John Wick, c'est à peu près la même affaire. Il tue tout le monde avec tout ce qu'il y a autour de lui. C'est ce qu'il fait. Moi, c'est vraiment... Cette scène-là, pour être t'arrêtes de respirer puis tu la regardes. J'ai aimé ça parce que le début est comme une tension parce qu'il fuit. Il va s'assumer par un médecin qui doit tirer dessus. Ça aussi, c'est assez brutal comme ça. Ça soit crédible, là. Ouais. Crédible, puis il se retrouve à la bibliothèque. Puis c'est comme un moment de, tu te dis, il va reprendre son souffle, dans la bibliothèque, c'est calme. Là, t'as le gars qui arrive, il fout le trop grand, il mesure comme 6 pieds 8. Ah ouais, il est genre 6 pieds, ouais. Puis là, il le regarde, puis il fait, là, Johnny il fait, sérieux là, il me reste 15 minutes. Il dit, ah ouais, mais ça change rien, personne va le savoir. Il dit, t'es sûr que tu veux faire ça là? Et comme, ouais, il sort son couteau, puis il s'approche, puis là, t'as comme une scène de violence. C'est juste 1 contre 1 là, mais... C'est brutal avec le livre. Mais parce que ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de musique en même temps, c'est juste des bruits de bouche, là, t'as comme... il frappe sur le mur, ça apporte une tension, puis tu le vois qui passe comme la caméra, passe comme à travers les rangées de bibliothèque, puis tu le vois que John Wick travaille fort, là, tu sais. En tout cas, je trouve vraiment que ça donne son charme, là. Ah non, c'est ça, ça part bien le film. Puis c'est un film qui respire aussi, dans le sens qu'il y a beaucoup de scènes d'action, mais il trouve le moyen de... Ouais, c'est ça, puis ça fait du bien.
sont nécessaires, c'est ça? Parce qu'il y a des grosses scènes d'action là, qui prennent du temps là. Tu vois, il y a un acteur de Game of Thrones là-dedans? Oui, il y a un acteur de Game of Thrones, c'est le deuxième acteur de Game of Thrones dans la franchise de John Wick. Ah oui, ok, je sais pas. Parce que dans le premier film, celui qui tue le chien puis qui vole l'auto, c'est Theon Greyjoy. Qui est là depuis la saison 1 de Game of Thrones. Je sais pas. C'est un des personnages principaux de Game of Thrones depuis la saison 1. Et c'est lui qui, dans le premier John Wick, c'est le jeune qui est à station-service, puis il va John Wick, puis il dit belle auto, puis il va chez eux, puis il dit son chien, puis il vole son auto. Puis son père, c'est le chef mafieux russe, puis il dit t'as pas volé le char à John Wick pour vrai? Il dit ouais, mais c'est un gars, on va le tuer. Puis il dit non, tu comprends pas, c'est John Wick. Ouais. C'est ça que tu comprends l'ampleur du personnage. Puis effectivement, dans le troisième, on a un autre personnage secondaire qui est un mercenaire dans Game of Thrones, qui joue genre le big boss du Maroc. Qui est comme le boss de Ali Berry, qui est Sophia, qu'on viendra un peu plus loin cette scène-là, mais je veux avant il y a la scène dans l'espèce de musée où il se bat au couteau. Ah ouais. Ça moi j'ai trouvé hallucinant parce qu'il se fait pourchasser par des mercenaires, puis il rentre dans une espèce de réserve de musée, Ouais. puis il monte là, puis il se dépêche, puis il trouve un gun, puis il essaie de l'assembler, il est pété, puis il chasse des pièces, puis il se dépêche, c'était comme la pression, comme fuck, il faut qu'il y ait une arme, puis il finit par assembler son gun, puis il tue un gars, puis il se fait désarmer, puis il est comme fuck, il y a pas d'arme, puis il est comme plein de vitrines, plein de couteaux, puis il commence à sortir plein de couteaux, Ah ouais, pis là, tu sais qu'ils ont des coupures, là. puis il lance, là tu sais au début c'est comme un couteau, deux couteaux, puis on est genre il lance juste plein trop de couteaux, puis genre il y a un gars qui rendu un parc Québec à terre, il y a genre 6 couteaux dans le corps. Ah ouais, pis c'est tous des couteaux comme t'as comme le rond dedans, tu peux mettre ton doigt pis Ouais. toucher comme ça là. Mais ça amène une des scènes les plus gore de la franchise. C'est justement à la fin le gars il est avec le couteau pis là il tire pis il Ah oui. pis il rentre la lampe dans l'œil mais tu le vois là, tu sais t'es comme... C'est zoomé là. Oh, ouais, on voit Ouais. beaucoup là. T'es comme la musique arrête, ça zoome, puis t'es comme Ah ouais, tu le vois vraiment là qui perce pis tu sens que... Ah je suis comme... tabarnak. C'est une scène brutale mais ça représente bien pour monter, puis il y a comme, je pense qu'il y a genre 10 personnes juste là. Ah ouais, il faut qu'il passe de ses corps pour construire son chemin là. Ouais, c'est pour montrer à l'époque les personnages, c'est hallucinant, parce que je sais pas, tu te dis... T'imagines-tu c'est pas une vie, c'est peut-être pour chasser comme ça, c'est pas même pas de dormir. Moi c'est le fait que tu t'imagines genre... Ils viennent dessus de 10 gars genre, tu sais c'est comme... Ouais ouais. Puis ils s'arrêtent pas là, c'est... Il y a 10 personnes que des parents ont élevé, grandi, sont toutes morts. C'est une machine, puis là ça continue parce qu'il s'enfuit, puis en parallèle on a comme deux histoires qu'on suit, parce qu'en parallèle on a les répercussions de ce que John Wick a fait dans le deuxième film, parce que Ouais. là on a un personnage qui vient de s'ajouter, qui est la messagère, qui est la représentante du Haut Conseil, qui vient régler les problèmes que John Wick a fait, parce qu'elle commence par aller voir Winston, qui est le directeur de l'hôtel à New York, puis il dit là, il dit genre, là, ben t'es viré, littéralement, parce qu'il t'a aidé John Wick, il fait ouais, mais je l'ai comme pas vraiment aidé, j'ai juste laissé une heure, tu sais. Ouais. Elle dit ouais, mais t'aurais dû le tuer sur le champ, puis là, elle règle ça, après elle va voir le roi des égouts, puis elle aussi dit genre t'es renvoyé, puis elle fait ça partout, elle fait comme le ménage, Ouais, il donne 6 coups de lame. ouais, Ouais. 7 coups de lame pour chaque balle. Ah ouais. Ah, c'est violent cette scène aussi. Mais bref, elle est comme là pour faire comme le grand nettoyage, puis comme la grande... C'est comme elle quand même comme la peur, parce que c'est comme elle représente comme les méchants. C'est comme une aura autour d'elle, de elle ou lui, whatever. Puis je veux dire, j'ai pas trouvé de temps marquant en ça, mais j'ai apprécié voir ce personnage-là. Parce que comme je dis, c'est un acteur-actrice que j'aime bien. Mais je sens qu'il y a du potentiel pour le prochain film, pour ce personnage-là. Ok. Mais pour l'instant, je trouve que c'était quand même survolé. Un peu comme pour Liane McShane qui fait juste reprendre le même typique personnage de je suis le gars balèze qui s'occupe de l'hôtel, puis je bois, puis je laisse les autres se battre pour moi. C'est comme je dis, le reste casting n'est pas très marquant. Mais rapidement, John Wick, on va apprendre plus sur sa vie. Parce que c'est aussi bien qu'il y ait de l'histoire, pas juste de l'action. Il va aller rejoindre, je pense que c'est des Russes, des Biélorussiens, parce qu'il va dans un théâtre, la scène du théâtre, il arrive là avec une croix, puis il demande un droit de passage. Puis là il y a comme bien une madame qui est là, qui est comme la chef des Russes, puis il y a comme des ballerines qui dansent, puis ils sont comme toutes des tatous, puis ils sont tous en train de se faire former. Puis, On la voyait-tu hein, là-bas? non, Je me rappelle c'est pas. un On va ajout. rajouter. C'est un ajout pour comprendre l'origine de John Wick. T'apprends que son vrai nom c'est pas John Wick. Non, c'est Jonathan. C'est Johnny. Joanne, ouais, quelque chose. Il y a genre un nom de même là. Ouais. Puis là il demande le droit de passage, elle fait ok c'est bon là. Je vais te donner ton droit de passage à contre-cœur. Fait que là, elle l'envoie au Maroc, parce qu'il faut qu'elle aille au Maroc chercher de l'aide. C'est là que aussi les paysages ont coupé le souffle au Maroc, là. Moi j'ai trouvé ça très beau. Ouais, parce que je comprenais pas la balance pourquoi il marchait dans le sable, là, on comprend pourquoi, puis il est épuisé, là, il est chanceux d'avoir trouvé le monde. C'est le monde de la table ronde, j'ai compris. La table haute, ouais. Ouais, la table haute, ouais. Ouais, parce que dans le fond, il va à Casablanca et il se fait interpeller par des mercenaires parce que tout le monde le reconnaît, parce que c'est ça aussi qui est particulier de ce personnage-là, Parce c'est qu'il vaut que... 14 millions. Ouais, il vaut 14 millions, puis tout le monde connaît John Wick parce que c'est John Wick, tu sais, c'était comme le plus grand mercenaire, puis genre, il était en retraite, il était en paix, puis il est revenu, fait que là, tout le monde le sait, là, il est là, tu sais.
puis tout le monde le pourchasse, puis il y a une petite scène de combat que j'ai trouvé bien, parce que c'est une des rares scènes qui tue pas, parce que... Ouais, c'est le monde autour qui tue, là. Parce que genre, ouais c'est ça, il se bat contre les Arabes, puis il y a un autre qui arrive, il fait comme arrêter, fait que là, tout le monde arrête de se battre, puis il rend les couteaux, Ah ouais. puis les autres font comme fuck off, puis ils attaquent, Parce que John Wick, il tue pas, il se défend. ouais, il se défend, ouais. Il tue pas, il défend. C'est pour montrer que tu sais, c'est pas juste un monstre de violence brute, tu sais, il y a un côté humain là. Ouais, il y a une profondeur sur le personnage. Ouais, effectivement, puis c'est là qu'on a le personnage d'Halle Berry. Ouais, qui a été traduit avec ses 2 chiens. Ouais, 2 chiens, je sais pas si tu veux, si tu veux aller dans... Moi j'ai trouvé ça, je trouve vraiment que c'est un personnage qui est vraiment intéressant. Elle, c'est parce qu'elle a une entente, c'est parce qu'ils ont comme un badge qu'il faut que tu saignes dedans. Ouais, c'est un pack de sang, voilà, c'est ça. Puis dans le fond, il doit être quelque chose parce qu'il a sauvé sa fille, puis comme ça, elle avait plus aucun risque de tuer. C'est ça, je te dis, c'est pour ça que je pense qu'un spin-off s'en vient peut-être dans les planches. Mais ça fait qu'on introduit ce personnage-là qui va pouvoir être le fil conducteur jusqu'à la personne qui pouvait donner le chemin pour aller voir la table haute. Qui est l'acteur de Game of Thrones. Game of Thrones, c'est ça. Puis j'ai pas compris, il tire sur le chien mais il manque sa shot. Ouais, il tire dessus, mais ouais, il pogne le jet par balle. Ok, c'est pour ça que le chien se relève. Ok, parce que j'étais pas sûr, j'étais comme, mais ça me semble qu'il y a juste 2 chiens. C'est là qu'il y a une scène quand même un peu... J'étais allé le voir sur Cinépark, hein, fait que des fois c'était comme tellement noir que je l'ai... Mais c'est là que j'ai trouvé une scène qui était une belle scène d'action, mais en même temps que l'origine est un peu foireux, dans le sens qu'il tire sur le chien, mais qu'il rate. Puis juste avant, Sophia, qui allait Berry dans le fond, avait dit à John Wick qu'elle avait pas le coup de rembourser sa dette, elle était en paix, elle voulait pas comme foutre de la merde, là il va en contre-cœur, puis il tire son chien, fait comme t'as tiré sur mon chien! Puis elle commence à tirer sur tout le monde! Puis il l'a pas tué en plus. Non c'est ça, puis elle commence à tuer tout le monde, puis John Wick fait comme bon Mais ok. ça apporte vraiment une belle scène. Là. Ah, ouais. Justement les chiens, c'est-tu un bel ajout là-dedans? Les chiens ils font des... Je pense que c'est des vrais cascades, c'est pas CGI là, les chiens quand ils vont pogner le monde là. Mais à un moment donné, ils sautent comme en haut d'un pont puis il va te le pogner, je suis comme tabarnak! Ah, la scène elle dure longtemps, en plus une méga séquence, ouais, il liquide une armée là, c'est 10 minutes non-stop de tir. Ils vont dans des couloirs, ils vont dans une place ouverte, là, il y a un chien qui monte, un chien qui saute, à un moment donné il saute sur une table. Ah ouais, c'est super rythmé là. Intéressant par cette scène-là, John Wick est là, mais ils mettent plus d'emphase sur le personnage de Sophia que John Wick est là en train de se battre, mais c'est pas genre John Wick qui tue tout le monde là. Non, ils sont deux là. Ouais, ils sont deux puis c'est égaux là, tu sais. Les deux sont forts là. Les deux sont vraiment forts. J'ai aimé ça qui monte un personnage comme ça, féminin, qui... Tu sais, qui a de la... Qui est pas là parce que le nun est là parce que c'est un personnage qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose à qui faire. apporte quelque chose, là, tu sais. Ouais, puis je veux voir ce spin-off là, tu sais. Ben oui, ça a du potentiel, là. Halle Berry était très bonne là-dedans. Ouais, elle m'a vraiment surpris, ça faisait un bout qu'elle m'avait pas... C'est une actrice qui me laissait vraiment de marbre, là, j'ai trouvé super cool. Là. Puis c'est là qu'il s'en met une autre scène que... C'est là que je trouve le scénario un peu de misère. C'est que là, il se retrouve à marcher dans le désert parce que l'autre il dit si tu veux trouver le grand Manitou, faut que tu te perdes dans le désert. Ouais, je sais où tu t'en vas. Puis là genre il se perd dans le désert puis il se réveille dans une tente, je sais pas où, dans le désert. Puis il voit comme le grand master du haut conseil qui est là, qui est un arabe. Ouais, qui est pas super cool là. Là, je m'attendais à un acteur plus épique, mais ils ont pris un acteur random. Puis il fait genre ouais qu'est-ce que tu fais là, je pourrais te tuer, genre t'es recherché par toute mon organisation. Puis il fait je viens là pour me repentir, je veux trouver la paix. Et il fait comme bon ouais ok là j'ai un deal à faire avec toi là, ok. Tu vas tuer Winston, puis on est quitte. Ouais. Il est comme ok. Là faut qu'il se coupe le doigt. Ouais pour prouver son allégeance là. Puis tu vois encore tout. Ouais. Comme, oh. J'ai trouvé ça cave, ben pas cave mais du coup je trouvais ça quand même, tu sais c'était comme profond mais en même temps après je trouvais ça cave parce que dès le moment qu'il revient à New York pour faire sa mission, ça prend pas 30 secondes qu'il se contredit, il fait comme non je peux pas tuer Winston genre. Ouais c'est ça, mais il voulait pas le tuer d'après moi d'après ma barre. Ouais mais il accepte de se couper un doigt là, tu sais je veux dire. Ça a pas de sens là. Ouais. C'est là que je trouve que t'as un peu de misère là. Puis Je suis curieux de voir s'il a vraiment pas son doigt à toutes les autres scènes. Là. je sais pas là mais en tout cas il retourne au Continental. Puis c'est là qu'il croise l'inquisitrice. Puis elle dit qu'il faut qu'il se débarrasse de John Wick puis de Winston. Un des deux doit se débarrasser de l'autre pour qu'il y ait un équilibre. Puis là les deux disent non on est amis, on reste ensemble. Fait que là elle fait ok pas de problème. C'est là qu'elle amène la plus grande scène du film. Là. Ouais elle appelle genre l'armée l'armée du Continental plus des mercenaires asiatiques. C'est ça qu'on a parlé de l'autre le Zero là. qui arrive genre en ninja fantôme. Alors, on est en train de s'occuper des bottes, mais tu sais, t'as le bout en moto aussi qui est Ah, super oui. rythmé ou en cheval. La scène, la poursuite en cheval et en mode... Vraiment cool.
Écoute, il y a tellement de scènes d'action dans ce Ouais, film. parce qu'il s'enfuit dans une écurie, on l'a oublié, mais il s'enfuit dans une écurie, puis il finit par prendre il tue plein de monde là avec des objets, Ouais. puis il finit par s'enfuir en cheval, puis il se poursuit vers des motos. Puis le cheval, quand, à chaque fois qu'il donne des coups de patte, hein, t'as le gars qui revole. Ah ouais, puis c'est patelard là, tu sais. Oh ouais, t'as mal, là. Puis il bute du monde en moto, puis il est en cheval, tu sais. Ah puis- ouais, d'aussi rapide quasiment, là. Ah, c'est hallucinant comme... Tu vois le casque qui se remplit de sang pis de cervelle, là. Ah, ouais, mais effectivement, on a oublié cette belle scène d'action-là, effectivement. C'est une des meilleures scènes en plus, ça. Puis ça, il engage une espèce de ninja assassin... Zero, là. Zero. Qui est très oubliable, là. Qui est très oubliable. Mais ça amène une belle scène, je trouve, c'est la scène qui sont au continental, puis ils sont chacun sur un divan, puis il fait, moi je trippe sur toi. Écoute, je sais, je dois te tuer, mais Colin, t'es une légende. John Wick qui est comme, ouais, c'est beau. Là. Tu peux pas te parler, mais je suis pas dans le mood, là. Ah, c'est ça, tu sais, on vient de se battre, là, tu sais. Tu viens d'essayer de me tuer, là. Tu sais, ça fait 2 jours que je fais juste tout du monde, là, je suis comme tanné, là. Tu le sens qu'à un moment donné, il était soufflé, John Wick, là. Ah, il est brûlé, là. Surtout la scène à la fin qui se bat dans la salle de miroir, là, de vitres. Puis Qui rappelait un peu beaucoup le 2, là, par exemple. qui rappelait beaucoup le 2. Puis c'est là qu'il bute genre plein de ninjas. Puis à la fin, il se bat contre 2 ninjas. Puis là, Ouais, je là, tu vois qu'il commence, il commence à être fatigué, là. Puis il est bas, puis il finit par les battre. Les deux sont en terre, puis ils regardent, puis ils font comme... On va se revoir. Puis les deux font comme... Ok, Ouais, c'est beau, là. Ouais, moi aussi, j'en ai plein le cul. c'est correct. Fait que Parce là, que, comme on dit, John Wick, c'est pas un tueur, c'est un gars qui se défend. Ouais, c'est ça. Puis finalement, t'as le combat final en haut, puis on viendra après sur l'armée des mercenaires. Mais t'as le combat à la fin contre le gros ninja. Puis c'est un beau combat, mais... tu sais, Très oubliable, là. très oubliable, mais je veux dire, les chorégraphies sont intéressantes. Puis j'ai aimé le fait que le méchant, il savait que c'était né ninja pour disparaître. Il allait dans l'ombre. Ouais, Puis au début, John Wick est comme désarçonné parce qu'il se fait comme pogner plusieurs pas fois. habitué, là. Puis après, à la fin, c'est John Wick qui inverse. T'as genre le samouraï, il, Ouais, il sort du noir, là. il est comme... Il se tourne autour de lui, puis là, t'as juste John Wick qui sort du monde, puis il saute dessus. J'ai l'impression que c'était un clin d'œil à Halloween. Un peu, ouais. Je sais, c'est peut-être dans ma Je tête, sais pas, là, mais... Moi j'ai vu de même, là, mais... Mais effectivement, le combat, il est pas tant marquant. C'est plus quand il affronte l'armée de mercenaires pas tuables. Tabarnak. Parce qu'il dit, au début, il dit le concierge, puis t'as le concierge qui est là, puis il dit genre, faut-tu t'attendre, ils sont plus armés qu'avant, ils ont du duo qui il fait, ok, c'est bon, je vais prendre ce gun-là, balle perforante, il commence à se battre, puis il est pas capable de les tuer. Ah ouais. Là, il a de la misère, il faut qu'il aille au corps à corps, puis genre, il transperce le corps, il revient, il fait comme t'avais dit renforcer, hein, il dit, oui, attends, j'ai une idée, il les sort le shotgun. Ah ouais. Hey man, chaque balle, tu le sens, là. La première, je sais pas si tu te rappelles, il tire la première, la tête éclate, là. Ouais. Ça mettait le ton, là. Tu voyais comme, ok, c'est ça, ce shotgun qu'il y a, là. Ah, écoute, c'est brutal, là, il tue une armée genre d'élite. Ah ouais, sans arrêt non-stop. C'est l'affaire qu'il y a, c'est que c'est ça. Ça se résume à ça, par exemple, là. Ouais. Mais tu sais, il repart à Winston qui l'attend patiemment. En boire son verre. Ouais. Puis on va arriver à la fin du film. Et il sait que John Wick va faire le ménage. Là. Ouais, c'est ça, c'est John Wick. Puis on va arriver à la fin du film. Ouais. C'est là que ça m'a beaucoup dérangé. Qui était une twist assez surprenante aussi. Moi ça m'a plu, mais je te comprends. De fond, il se retrouve, t'as l'inquisitrice qui demande un pourparler. Parce que là, la première vague de l'armée a été destroyée. Ouais. Plus le mercenaire qu'elle a engagé. Donc là, elle dit, on va essayer de trouver un terrain d'entente. Fait que là, les trois se réunissent sur le toit. Elle, Winston, puis John Wick. Puis là, elle dit, là, on a un problème, là. Parce qu'on a une situation que là, faut qu'il y ait un statu quo. Elle dit, je peux te rendre ton continental. Mais le problème, c'est qu'il reste John Wick comme problème. Puis il fait, ben là, il n'y a pas de problème. Là, il se lève, il dit... Ça serait comme ça, il sort son gun, puis il dit genre 3 balles sur John Wick. Ah ouais, puis il tombe de haut, là. Il tombe, il fait genre bang, 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 bang. Quelqu'un sera mort. Là. Écoute, c'est pas humain, là, il se fracasse le crâne. On va apprendre à la fin que c'est un dieu, le gars, là. Écoute, il est pas humain, puis là, il fait ok, parfait. Fait que là, t'es comme, hein? Moi, ça m'a choqué, parce que juste avant, il disait que John Wick c'était son ami, puis tout. Ben c'est pour ça que c'est surprenant. Ouais, je sais, puis on s'attendait pas à ce qu'il y ait un quatrième, parce qu'après, au début, tu dis, ah, il est peut-être mort, tu sais, John Wick. Ben c'est parce que Kenny Reeves a dit qu'il en ferait pas plus que 3. C'est ça qui est Il surprenant. a dit, ah moi j'en ferai pas plus que 3 parce que je veux pas étirer la franchise. Mais probablement que le 4 c'est peut-être réellement le dernier, là. Ben, possiblement, mais ça, puis là, il conseille comme mort pendant quelques minutes, puis finalement, t'apprends que son corps a disparu. Ouais. C'est là que t'as la twist où il se retrouve dans les égouts, puis là il est devant le roi des égouts qui est joué par Laurence Fishburne, qui dit ils ont voulu m'enlever mon trône, ben ils vont voir ce qui va arriver. Est-ce que t'es prête à faire ta vengeance, John Wick? Parce que moi je suis prêt, genre. Ouais, puis lui... Là, t'as John Wick qui est en tête toute rouge, toute pleine de sang, il est genre un œil fermé, il est genre... Puis pour vrai, je pensais pas que c'était la scène finale. Je pensais qu'il y en avait une autre scène encore. Je savais pas que c'était la fin du film. Fait que quand le film a coupé, j'ai fait... Hein? Ouais, j'étais surpris aussi que ça coupe sec comme ça. Fini comme ça. J'ai fait, voyons donc. Mais ça reste dans l'esprit du deuxième où qu'à la fin ça finit pis qu'il est pourchassé, là. Oui, mais là, c'est parce on était sûr que c'était une conclusion. C'est la surprise du film. Mais c'est une bonne surprise.
Je m'entendais que Winston sera pas totalement clean. Là. Ça m'a fait chier un peu pour ça. Ben, parce que tout le long du film, ils te font croire qu'il est ligne. Tu sais? Ouais. Fait que tu le twistes. Je pense qu'on va avec ta note. Moi, sérieusement, c'est le meilleur de la franchise. J'ai vraiment eu du fun. C'est vraiment une méchante ride. Je regrette peut-être juste d'aller avoir été le voir au Cinépark. Avant ça, j'aurais été au cinéma, mais j'avais vraiment un goût d'aller au Cinépark. Ça arrive. Bref, moi, je vais... Que je reviens pas que je donne ta note là, mais je donne un 4 sur 5 pour vrai. Sans hésiter, c'est vraiment un très bon film d'action. Faut le voir. Écoute, je vais dans la même lignée, je donne un 4 sur 5, même s'il y a quelques défauts au niveau scénaristique. Ouais, il est pas parfait. C'est hallucinant comment ce film il est bon en termes de scène d'action. Le personnage principal est tellement intéressant, bon. Il est réel, il fait partie des personnages emblématiques des films d'action. Ouais, c'est le genre de film que tu sais que dans 20 ans, ils vont vouloir remaker. Là. Effectivement, c'est Parce qu'ils excellent. vont marquer la culture pop. Là. Il a déjà marqué sur le pop, il va continuer à le faire. Autant aussi, pour continuer sur ma critique aussi, la plupart des personnages secondaires sont assez marquants, ils ont des belles ajouts. Ali Berry est un excellent exemple. Son personnage est très intéressant et on va en voir plus. Les décors, le fait que l'univers est très développé, je n'ai pas autant mentionné, mais ils ont montré, on connaît trop Continental maintenant à travers la franchise. T'as New York, t'as Rome, puis t'as Casablanca, parce que dans le deuxième il va à Rome. Donc tu es en train de... Ils montrent tranquillement l'étendue de ça. Ouais. On sait qu'ils sont internationaux, mais de là à être partout comme ça, j'ai bien aimé ça qu'ils développent tranquillement l'univers. Ça va être intéressant pour la série. Mais bref, ça vaut amplement le détour. C'est un très bon film d'action. C'est une franchise hallucinante. Le 1 peut être évité si on veut voir tout de suite le 3, mais il faut voir quand même le 2. Ouais, gâchez pas votre plaisir. Le premier est vraiment... il est hallucinant le premier. Donc bref, c'est tout. Je donne 4 sur 5. C'est déjà tout pour le podcast. Ouais. On vous invite à nous suivre comme d'habitude. Moi, Mathieu Bec-Prévost sur Facebook et sur ma page de Matt Bellec 2.0. J'essaie de faire des vidéos régulièrement. Ces temps-ci, c'est pas évident, mais j'essaye. J'ai modifié mon format de mes vidéos aussi à cause que j'ai changé d'appart, tout ça. J'invite à suivre ça. Et on a Max Taillon qui peut suivre sur Facebook et Twitter. Le podcast peut le suivre partout. Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJPod. Pas DJPod, on n'est plus sur DJPod. On doute là. Ouais, je me reprends. J'ai dit Balado Québec sur le canal Cinéma, Radio 109, CHI, Spotify et Google Play. On est partout. La version filmée est toujours juste sur YouTube. Donc on est partout sur Spotify. Merci Google. C'est gentil. Donc c'est déjà tout. Donc c'est la fin du podcast. Donc on vous dit à une prochaine et n'hésitez pas à partager, à commenter nos projets. Donc on vous dit à la semaine prochaine.